Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, bonjour et bienvenue, c'est le Grand Forum qui débute maintenant, comme tous les jours, de 16h à 18h, ravi de vous retrouver encore une fois, d'être parmi vous, c'est un réel plaisir chaque jour de partager ce gros moment d'échange, évidemment en direct à la radio, sur une seule et unique radio France Maghreb 2, la radio évidemment qui eh bien permet à la liberté d'expression de pouvoir s'exprimer au quotidien de 16h à 18h du lundi au vendredi. Ça s'appelle le Grand Forum les amis. Et je vous remercie de votre fidélité, d'être de plus en plus connectés à ce que nous faisons et à partager aussi sur Facebook, comme vous le faites, que ce soit sur la page de France Maghreb 2, mais aussi la page de Christophe Le Grand Forum, la page officielle de l'émission, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre. Alors, dans un instant, dans quelques minutes, nous serons avec Noam Anouar, qui est policier délégué syndical Vigie du ministère de l'Intérieur, un ancien DRG, pour faire simple, suspendu en février 2020 pour avoir dénoncé les violences policières, suspendu donc à 24 mois quand même, 24 mois, dont 18 mois avec sursis et 6 mois sans versement de salaire. On sera avec lui et on a quelques questions à lui poser parce qu'il a fait quelques sorties qui nous interrogent. On sera avec lui pour en parler et on voit d'ailleurs que à l'annonce de sa venue, ça a suscité beaucoup de réactions. Je salue mon ami Didier Nabil qui est avec nous de l'autre côté et en studio. Comment ça va mon Nabil ? Ça va très bien, si tu m'entends, oui, ça va très bien. Oui, je t'entends, pas parfaitement, assez lointain, mais je t'entends. Oui, tout va très bien, donc en studio pour gérer la technique et la publicité, comme je le fais assez régulièrement. Et surtout les appels, parce que les auditrices auditeurs vont pouvoir nous appeler au 01 46 36 19 05. À la réalisation de cette émission, monsieur Philippe Boriaki, que je salue, évidemment. Salut. Comment ça va mon Fifi ? Bah bien, très bien même. Bon, parfait. Reposé, j'ai pu dormir un petit peu, donc ça y est, tout va bien. Ah, ça fait du bien de te voir, Ouais. Tu as l'air radieux. Oh, ouais. Je te raconte pas comment. Et on passe le bonjour à Béatrice, à La Belle Histoire, à Sylvie, à Gerda, voilà, et tous ceux et toutes celles qui vont venir. Gara aussi, voilà. Merci à vous. Bien évidemment, on vous invite à vous abonner à la page Hello Béatrice et à partager l'émission, à lui donner de la force et de la vigueur, puisque il reste un endroit de démocratie, de liberté d'expression, c'est le Grand Forum. Dans le zapping tout à l'heure, j'avoue qu'on n'a même pas répété avec notre ami Philippe. Vous voyez ici on dit tout. Parfois je sais que ça dérange, ça froisse, pardon par avance, mais voilà, c'est comme ça. Écoutez, c'est l'authenticité ici. Et parfois l'authenticité, on n'est pas trop habitué et ça peut froisser parfois. Alors, dans le zapping, dans l'ordre, il y aura Raoult, alors là, qui a fait une démonstration hier sur BFM, c'était fabuleux. Absatoussi qui en deuxième position, qui sera là, qui a fait une petite sortie aussi et qui demande de faire en sorte de ne plus inviter des Zemmour à la télé pour, a-t-elle déclaré, sur BFM, à Olivier Truchot qui était assez énervé face à Absatoussi. Nous écouterons également l'indignation du frère de Gabriel. Gabriel, c'est cet adolescent de 14 ans qui a été malmené par la police en garde à vue. On écoutera donc l'indignation de son frère. Et puis, dans le zapping aussi à retrouver Rachida Dati, qui était l'invitée ce matin de Bourdin et qui a déclaré que la police n'est pas raciste, mais, enfin, de dire que la police est raciste, c'est faux, pardon, mais les contrôles aux faciès existent bel et bien. C'est ce qu'a rappelé la candidate LR à la ville de Paris, Rachida Dati, tout à l'heure. La question du jour est donc le sujet que l'on va débattre avec vous en nous appelant au 01 46 36 19 05. Bien sûr, avec vous aussi sur Facebook, en commentaire, Christophe Le Grand Forum. Déconfinement, eh bien, ce déconfinement est bien entamé, comme vous avez pu le remarquer. Est-il temps pour les citoyens, selon vous, de faire le bilan des actions du gouvernement et de demander ainsi des comptes? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter, le Grand Forum FM2, vous y répondez bien sûr.
et on se fera l'écho, même peut-être maintenant d'ailleurs, de la tendance donc de ce vote que l'on vous pose aujourd'hui, de cette question que l'on vous pose aujourd'hui. Quelle est la tendance, mon cher Philippe? Le oui l'emporte à 82,4%. 82,4% souhaitent qu'on demande des comptes au gouvernement. On se posera d'ailleurs, on en profitera pour parler de l'impopa, pas de l'impopularité, de la stagnation de la popularité du président de la République, alors que le Premier ministre, Édouard Philippe, eh bien, sa popularité s'envole. On se posera la question parce que c'est plutôt l'inverse parfois en globalité qui se dégage. C'est souvent le Premier ministre qui en prend plein la tronche et qui subit un petit peu les foudres de tout le monde. Or là, ça a l'air d'être le contraire. C'est le Premier ministre qui, pour ne rien cacher à personne, devrait partir après le deuxième tour des municipales. C'est les échos en tout cas qui nous arrivent. Il devrait faire les foudres donc de remaniement qui devrait intervenir. Alors qu'on apprend que 62% des Français sont pour que Édouard Philippe reste à son poste. Et voilà. En tous les cas, on en parlera tout à l'heure avec vous au 01 46 36 19 05. Je voudrais qu'Audrey Pronosti revienne. Voilà, il y a eu des petits malentendus. Voilà, Audrey, tu as émission, ma belle. Donc, tu es appelée à la barre. Merci. Bon, on sera peut-être rejoint tout à l'heure par Hicham Terra, peut-être par Yasser Louati. Voilà, c'est l'équipe du LGF, tranquille. Et voilà, dans les équipes du LGF, bah écoutez, il y a parfois des petites tensions, mais il y a souvent beaucoup et dans l'ensemble des bons moments d'échange, d'amour et de partage. C'est ce qu'il faut retenir, toujours le positif, les amis. Bon, Nabil et Philippe, puisque vous êtes les deux seuls à être présents à l'heure où je vous parle, nous sommes aujourd'hui le 4 juin. Je voudrais d'ailleurs en profiter parce qu'elle m'écoute, souhaiter un joyeux anniversaire à ma charmante épouse aujourd'hui. Donc, bon anniversaire, ma chérie, et continue d'être ce que tu es, c'est-à-dire une femme merveilleuse à mes côtés au quotidien. Voilà. Alors, quelques questions sur les événements qui se sont passés un 4 juin, Nabil et Philippe. Et vous, auditeurs, vous qui nous regardez sur Facebook, vous pouvez jouer avec nous, hein, Christophe Le Grand Forum. Je vous demande, et la première question, quel écrivain français, pour quel écrivain français on a transporté les cendres de cet écrivain français en 1908 au Panthéon? De qui s'agit-il? Zola. Non. Victor Hugo. Victor Hugo. Non, Voltaire. Non. Alphonse Daudet. Allô? Non. Ah non. Attends. Attends. 1808. Ouais. Ah, c'est pas l'auteur. Tu m'as dit Zola? Ouais. Oui, j'ai dit Zola. Tu m'as dit Zola. C'était Zola. Ah oui? Ouais, non, voilà. pardon. Voilà, autant pour moi. Effectivement. Qui a prononcé cette fameuse phrase en 1958? Je vous ai compris. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, effectivement. Alger. Une bonne réponse, bien entendu. Audrey, là. Ah, bonjour ma ouais. petite Audrey, pronostic, comment ça va? Bonjour Christophe, bonjour Philippe, bonjour Nabil et surtout bonjour aux auditeurs. J'espère que vous allez bien parce que franchement, moi, chez moi, il pleut. Donc, ouais, nous aussi. J'espère qu'on va apporter un peu plus de speed à tout ça et de bonheur. Parce que moi, quand il pleut comme ça, je suis triste. Voilà. Ouais, mais non, ne sois pas triste, on est là, ma chère Audrey, tout va bien. Donc, j'en profitais pour poser quelques questions. Et j'étais tellement sur le fait de te retrouver, ma chère Audrey, que tu puisses être avec nous, que j'ai posé une question. Philippe me donne la réponse et puis voilà. Et puis voilà, je fais mine de pas l'avoir entendu. C'est incroyable quand même. Les cendres donc de l'écrivain français, donc transférées au Panthéon en 1908. Zola. De Gaulle, donc, qui prononce cette fameuse phrase en 1958. Je vous ai compris. Ça, c'est bien joué. C'est Philippe qui l'a eu. Maintenant, je cherche. Il est né en 1944, un chanteur né à Madagascar, chanteur et compositeur français. En guise d'indice, élucubration. Ah. Voilà. Ah, non. Mais si, vous savez forcément. Mais oui. 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 Ah. Qui a dit Antoine? C'est moi. C'est toi, Nabil. Bien joué. Ah, bravo. 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 Ah, ouais. Ah non, je pensais pas à Bravo. Antoine, je pensais à. Ça, je voulais le nom. Non, mais non, c'était Antoine, effectivement. 16h20, oui, il est né à Madagascar. Je cherche une actrice américaine née à Los Angeles en 1975. En guise d'indice, Tom Raider ou encore Une vie volée. Angelina Jolie. Oui, bien joué, Audrey. Attends. Angelina Jolie. Tu as dit Tom Raider, t'as pas dit Tomb Raider? Non, j'ai dit Tom Raider.
Bah, je discute. Hein. Bon, ok. Bah écoute, en tout cas, elle l'a trouvé, Audrey Polosti. Ouais. C'est ça le principal. Bien joué. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de ces événements qui se sont déroulés. 4 juin, pub, les amis. On est de retour très vite et on s'intéresse au déconfinement. Il est peut-être temps de demander des comptes au gouvernement. C'est la question que l'on vous pose. On en parle dans un instant. Ne bougez pas. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bon. Alors, les amis, non, j'avoue que j'ai assez merdé là sur le questionnaire. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Ouais, non, parce que je dis, on ne te voit pas beaucoup. Qui est derrière en direct? Pas moi, parce que je suis plutôt à la réalisation normalement. Oui, mais il a une grande place, notre ami Philippe. Alors, les amis, vous qui êtes sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, soyez d'abord les bienvenus. N'hésitez pas à interagir et surtout à partager. On compte sur vous. Partagez un maximum, c'est important pour que cet espace de liberté qui devient de plus en plus convoité, eh bien, puisse être connu de tous et que chacune et chacun puisse apporter sa petite pierre à l'édifice avec son caractère, avec son ressenti, avec tout ce qui compose un être humain. Et voilà, on est là pour débattre, parfois de manière un petit peu houleuse, des fois un peu plus calme, mais de tout cela, en tout cas, s'en dégage le respect de chacun. Et ça, c'est très important. Et on y tient, les amis. Donc, vraiment, soyez tous et toutes les bienvenus à l'écoute de cette émission quotidienne qui est le Grand Forum. Bon, tout à l'heure, Audrey, on recevra, je l'annonçais tout à l'heure, Noam Anouar, qui a été suspendu pour avoir dénoncé les violences policières. Il a fait quelques sorties dans les médias. On lui posera la question, qui nous interroge. On posera la question justement d'où en est sa suspension. Il a quand même été suspendu et sanctionné lourdement en 2020, en février 2020 exactement. 24 mois. On l'avait reçu d'ailleurs, enfin on l'avait interviewé à ce moment-là. Absolument. 24 mois, dont 18 mois avec sursis et une suspension de salaire de 6 mois. C'est comme ça que ça se passe dans la police. Quand vous n'êtes pas d'accord, allez, vous êtes mis sur la corde. Voilà. Donc Noam Anouar. Ça en dit long. Ça en dit long, effectivement. Mais en fait, il est dans le même ADN que Alexandre Langlois, en fin de compte. D'ailleurs, il en est où, notre ami Alexandre Langlois? On avait bien aimé. Il faudrait que je l'appelle. Ouais, qu'on prenne des nouvelles, parce que je ne sais pas s'il a été repris, enfin, s'il a repris son poste. Je sais qu'il devait sortir son livre. Ce serait intéressant de le savoir, effectivement. Bon, on va l'inviter, notre ami Alexandre. Voilà. Donc voilà. Donc tout à l'heure dans le zapping, je vous disais, il y a du bon, il y a du Raoult, mais il a été bon Raoult hier. Il les a mis à l'amende. Les journalistes en question. Alors, je vous pose la question. Vraiment, c'est mon côté un petit peu fouteur de merde qui parle. Est-ce que s'il avait été face à Bourdin ou face à un journaliste un peu plus tranché, est-ce qu'il aurait osé? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Franchement, vu le personnage, hier, comme vous le savez, j'avais enchaîné beaucoup d'heures sans dormir, donc hier, j'ai pas pu voir ce passage et j'ai pas eu le temps de le revisionner. Mais connaissant le personnage, mais je suis persuadée que qui que ce soit devant lui, il se serait jamais laissé démonter. Impossible. Il est trop sûr de lui. Il est comme ça. D'ailleurs, j'en profite pour lancer à Yanis Roussel, de son nom, si tu nous écoutes. On aimerait beaucoup faire une interview du professeur Raoult. Ah oui, voilà. Oui. Mais moi, j'ai du mal à comprendre. Après, je sais pas, j'ai du mal à saisir en fait ces personnalités qui veulent ou qui acceptent d'aller dans les médias où ils se font défoncer à longueur de temps. Je comprends pas, j'ai jamais compris. Alors, moi, je vais te donner peut-être un premier élément. Oui, bien sûr, moi, j'entends. Ce genre de personnes, comme tu dis, elles sont tellement sûres de leur valeur, et être sûr de sa valeur, c'est pas être prétentieux, c'est pas être imbu de sa personne, c'est juste avoir conscience de sa valeur. Et clairement, même s'il va dans les médias et il sait que de toute façon, il va y avoir des mauvais retours, mais ça va strictement rien du tout changer à l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Parce que, in fine, la seule chose qui compte, c'est l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Et bien évidemment, l'estime qu'on peut avoir de soi-même va jouer sur l'efficacité qu'on aura sur soi et sur les autres. Voilà, clairement. Moi, je pense que c'est ça. C'est que, en fin de compte, ça n'a... Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Oui, voilà. Merci, ma chère Audrey. On est de retour à la radio. Voilà, la pub est terminée. Voilà. On se posait la question de Raoult. On en reparlera tout à l'heure parce que de toute façon, on montrera
Alors, très, très rapide, moi, c'est le moment qui m'a quand même interpellé, où il se permet quand même de dire chut, taisez-vous. Bon, écoutez, c'est pas mon côté prétentieux qui parle, mais jamais un invité n'a osé me dire chut, taisez-vous, hein, parce que celui-là, je peux vous dire que il passerait un sale quart d'heure derrière. Voilà. Après, voilà, quelque part, elles l'ont bien mérité aussi, parce que franchement, cette chaîne lui a tapé sur la gueule depuis le début à ce monsieur. Oui, Et voilà. voilà, c'est peut-être aussi à sa manière à lui d'aller justement les confronter. Voilà. Bon, en tout cas, on en parlera de tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Soyez les bienvenus. Ravi de vous retrouver. Vraiment, c'est un véritable plaisir. Et vous savez, quand on fait les choses avec plaisir, ça se voit. Quand on les fait à contre-cœur, ça se voit aussi. Et je pense qu'on est là au quotidien depuis de nombreuses années maintenant à vous accompagner avec toute cette fine équipe dont je suis très fier pour chacune et chacun de cette équipe. Vraiment, je suis vraiment bluffé d'avoir réussi autour de nous, autour de moi, attirer autant de personnalités aussi professionnelles, aussi intéressantes. Les objectifs me manquent tellement, évidemment, ils sont Aussi vraiment caractériel, aussi caractériels aussi, mais ça c'est humain, ça, mon Philippe. C'est Quand comme même. ça. Et vous savez, citez-moi un couple ou une famille qui se sont jamais engueulés. Ça n'existe Audrey et pas. moi, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Non, vous êtes des menteurs. Bon, en tout cas, voilà, je tenais vraiment à profiter de cette occasion pour vraiment m'auto-congratuler d'avoir réussi justement à constituer cette magnifique équipe dont je suis très fier et je me battrai jusqu'au bout pour qu'elle puisse continuer, bien sûr, à émerger, à s'émanciper pour les outils que je mets à leur disposition pour qu'ils puissent continuer voilà, de se faire connaître parce qu'ils le méritent. Voilà. Et chacune et chacun, franchement, tous ceux que vous entendez au quotidien dans cette émission et même ceux qui interviennent moins souvent sont de ma team. Et quand on rentre dans ma team, bah, forcément, c'est que je vous aime. Moi, je suis quelqu'un d'entier et quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. C'est clair et net. Alors, tiens, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à un nouveau maire qui a pris ses fonctions il y a très peu, monsieur Dionor Excellent, chroniqueur du LGF aussi. Et il fête son anniversaire, notre ami Dionor. Je l'ai appelé ce matin. Bon, apparemment, il a plus le temps de me répondre. Mais ça y est. Non, mais c'est normal. Attends, il prend ses fonctions. Mais non, mais c'est bon signe. Ah, bah, c'est bon signe, bien sûr. Mais Ah en tout cas, je te salue, mon Dionor. Je sais pas si tu nous écoutes. Et bon anniversaire à toi et bonne réussite dans cette belle aventure que tu mérites vraiment. Parce que celle-là, tu as été la chercher au plus profond de toi. Et s'il y a bien quelqu'un qui a été la chercher avec les tripes, c'est bien Dionor Excellent, les amis. Donc, bravo aux habitants de Villetaneuse d'avoir fait le bon choix. On va parler un peu du déconfinement, les amis. Il est bien entamé, vous avez pu le remarquer. Hein. Alors, pour les citoyens, justement, de faire le bilan des actions du gouvernement et de demander des comptes. C'est la question que l'on vous pose. Et au vu du résultat sur Twitter, le grand forum FM2, vous êtes en majorité à dire oui, il faut que le gouvernement rende des comptes. 01 46 36 19 05 pour nous donner votre avis qui nous intéresse. En commentaire sur Facebook, Christophe le grand forum aussi. Audrey pronostic, est-ce qu'il est temps maintenant pour les citoyens de demander des comptes et pour le gouvernement de les fournir? Alors, je vais répondre, mais je suis pas totalement convaincue de ma réponse. Pourquoi? Parce que non, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette digression. Tout simplement parce que oui, on peut dire que le déconfinement a bien été entamé. Oui, d'accord. Sauf que on n'a pas encore vu toutes les conséquences que justement le confinement a pu avoir ou va avoir. Notamment, je parle en tout cas de la crise économique. Parce que ça, c'est super important. Donc là, bien sûr que là, les gens, ça y est, peuvent recirculer, peuvent en tout cas maintenant aller dans les bars, les restaurants, ce qui est quand même juste essentiel pour une vie sociale. Voilà, même si les écoles sont ouvertes, bon, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui y vont, mais bon, en fait, la vie, là, en ce moment, même si on est en plein déconfinement, on est quand même un peu dans une période qui est transitoire, en fait. Et je pense que vraiment, on pourra parler et de demander des comptes. Je pense que je parle d'un point de vue psychologique aussi, à partir du mois de septembre, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, demander des comptes maintenant, oui, mais je pense que ce serait peut-être pas forcément utile dans
dans toute sa globalité, parce qu'en fait, on n'aura pas en fait un visuel suffisamment important. Et puis la deuxième chose que je voulais te dire, je viens de le perdre évidemment. C'est pas grave, ça va me revenir. Tu vas le retrouver probablement, ma chère Oui, Audrey, mais ça va me revenir. c'est vrai que beaucoup dénoncent aujourd'hui, Philippe Bouriaki, la gestion catastrophique qui a été faite de cette crise, de ce confinement, puis de ce déconfinement. Il y a quand même un homme qui apparaît en tout cas comme quelqu'un qui a rassuré un petit peu la population. C'est pas le président de la République, Emmanuel Macron, mais c'est Édouard Philippe, parce qu'il a su, j'allais dire, parler de manière assez simple et donner un petit peu justement l'étendue de ce qui allait se passer. De manière assez claire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Édouard Philippe, il faut au moins lui reconnaître ça. Tout à fait. Tout à fait. Alors justement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ce qu'on peut remarquer en tout cas, c'est que depuis le déconfinement, toutes les différentes manifestations qui ont eu lieu, eh ben, quand on regarde bien, il y a eu énormément de gens dehors. Alors, c'est pas, peut-être pas forcément, je dis pas, moi je suis pas dans la tête des gens, que c'est lié au fait qu'ils veulent défendre la cause. Quand il y a eu la manifestation pour défendre les sans-papiers, il y a eu énormément de monde. Enfin, c'était, je sais pas combien il y avait de monde, mais pareil, c'est des milliers de personnes dans les rues de Paris. Moi, je pense que ça, en tout cas, un lien de cause à effet entre le confinement et le déconfinement. Les gens ont besoin d'exprimer un certain nombre de choses, sauf que quoi exprimer? Parce que là, pour l'instant, il y a eu aussi des rassemblements par rapport aux centres hospitaliers, aux établissements hospitaliers. D'ailleurs, Philippe a fait pas mal de live là-dessus, donc on s'en est rendu compte. Voilà. En fait, moi, je pense que les gens ont envie d'avoir des comptes, mais c'est encore flou. Et je pense que les choses vont vraiment se structurer pendant les vacances et vraiment au mois de septembre, ça va être beaucoup plus clair. Je sais pas, c'est comme ça que je le vois. Philippe, ton avis nous intéresse, bien entendu, sur le sujet. Tu es sur le terrain, toi aussi. Est-ce que tu pressens, justement, au travers des citoyens qui réclament des comptes et aussi au travers des différentes colères dans différentes corporations, comme dans le milieu médical, mais bien d'autres domaines aussi, est-ce que tu pressens une crise montée, une révolte, une colère populaire qui risque de s'installer en France? Peut-être pas tout de suite, mais peut-être pour la rentrée, non? Alors, oui, c'est énorme ce qui se passe quand tu fais des lives. Ta fille, elle vient, tu fais un bisou. C'est mignon, c'est mignon. Viens, refais un bisou. Enfin, tout le monde n'a pas vu. Voilà. Ça, c'est des moments de la vie, ça, les amis. Voilà. J'adore ça. J'en prendrai tous les jours. Alors, écoute, moi, ce que je peux te dire avec les échanges que j'ai avec les uns et les autres qui ont commencé à manifester dès le 11 mai. D'ailleurs, je remercie Audrey d'avoir couvert l'événement à l'île Saint-Denis, parce que comme nous, on est en direct, le temps d'arriver, on a une équipe de reporters et reporteuses. Je sais que ça se dit pas reporteuse, mais j'aime bien féminiser et créer des nouveaux mots. Donc, on a Audrey, on a Céline, on a Samia, on a plein de monde qui sont vraiment, on n'a rien à envier aux grands médias. Et on sentait déjà que ça commençait à monter. Pour échanger avec des gilets jaunes, des gilets noirs, pour échanger avec des gilets verts, des gilets rouges, tu sens que la grogne, elle monte et que l'après-Covid ne peut plus être la même chose. Tu vois, il y a quelques jours, on était avec les gens de Renault Choisy-le-Roi et on a vu aussi ceux de Maubeuge qui ont obtenu pour l'instant un petit répit. Hein. C'est comment ça se passe. Hein. On va dire, attendez, doucement, on va pas renouveler ceux qui partent à la retraite. Et puis, voilà, on leur dit 2023, comme ça on laisse passer l'élection de 2022 et en tout cas ils sont très remontés et là ils ont bien compris que s'ils étaient chacun dans leur coin, ils sont morts. Et tout le monde attend cette rentrée du mois de septembre. Et il y a une manifestation qui va falloir suivre vraiment avec attention. Le 16 juin. Ouais, celle du 16 juin. Celle du 16 juin risque vraiment d'être explosif. Et quand tu vois le dispositif de sécurité à chaque fois lorsqu'il y a quelques manifestants, c'est simple avec les entrepreneurs qui sont montés de Franche-Comté et Stéphane explique qu'il y avait 2 compagnies de CRS pour 4 personnes, quoi. Donc ils ont vraiment peur de cette explosion et cette contagion. Hier, il y avait quand même moi hier tu me dis Audrey si je me trompe, il y avait beaucoup de jeunes. Impressionnant le nombre de jeunes. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils venaient manifester. Oui, c'est ça. Qu'ils venaient se rassembler.
Et c'est là où je me suis dit que quand même ils avaient été forts au niveau des forces de l'ordre parce que c'est inconscient. Moi, les gamins, je les prévenais, je leur disais avancez, avancez. Autant pour moi, je t'ai coupé. Non, au contraire, justement, c'est ça qui est bien en grand forme, c'est l'interaction et la complémentarité. Et il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de filles. Ouais. Impressionnant, alors que d'habitude, on est plutôt à 70-30, voire 80-20. Mais hier, je pense qu'on était à 50-50. Il y avait la France qui était représentée. C'est pas la France des quartiers. Toute sa diversité. Dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, plutôt que sa diversité. Et il y avait des gens qui habitaient moi j'ai discuté avec des jeunes qui habitaient dans des beaux quartiers de Paris. Ils me disent, on est concernés. Adama, c'est notre frère. Il n'y a pas de raison. Et au travers, effectivement, de Adama, parce qu'on était tous là pour lui, Adama Traoré, ce qui s'est passé, vraiment, c'est incroyable, comme cette histoire qui dure depuis 4 ans. Et encore, vous imaginez le sort de la famille qui vit non seulement le décès de leur fils ou de leur frère, mais les 3 frères, ou 3 autres, 4 autres frères ont été aussi ennuyés par la justice. Je crois qu'il y en a encore un qui est en prison. Ouais. C'est le sort qui s'est acharné sur cette famille. Et bravo à ce collectif que je dis depuis le début, et je répète, bravo à ce collectif du comité Adama qui a fait un travail extraordinaire que personne ne peut contester, de pouvoir réunir 40 000 personnes selon les organisateurs, 20 000 selon la police. Je pense que franchement, c'est pas permis à tout le monde, et c'est un travail qui a été fait en amont, qui a été préparé et qui est à saluer. Et j'ai envie de dire, ils ont aussi, et à juste titre, profité. Le terme n'était pas employé, peut-être pas exactement. En tout cas, susciter aussi une réaction de ce qui se passe en élan à George Floyd. Mais ce qui se passe aux États-Unis, là, je viens de lire le commentaire du correspondant de RTL là-bas. Il dit: je suis impressionné de voir ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. C'est une situation sans précédent, ce qui se passe aux États-Unis, et qui peut découler aussi. Et ça, on l'a vu d'ailleurs à Berlin, à Londres, dans différentes villes. Aujourd'hui, attention, la révolte populaire est en route. Christophe, ce que je voulais rajouter, parce que on le sait, mais il faut vraiment, vraiment ne pas oublier que cette manifestation s'est faite sous le joug de l'interdiction. Elle s'est faite malgré tout. Donc, les jeunes ont décidé, les jeunes, parce que c'était la moyenne d'âge, c'était 20-30 ans. Après, il y avait forcément un peu de tout. Moi, j'ai pas 30 ans, hein. Mais en tout cas, et je suis pas exhaustive. J'ai même parlé avec un Américain qui avait 65 ans, qui me disait qu'il avait eu. Qui a son téléphone qui sonne là? C'est toi, Audrey? Ouais, c'est moi. Qui t'appelle pendant que t'es en émission? Dis-moi, je veux savoir. C'est une collègue journaliste. Voilà. Ah bah bravo. C'est Emmanuel Macron. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Et pourquoi les collègues journalistes ils pensent à Macron? Philippe Boyaki, tu crois pas qu'on a assez d'emmerdes comme ça? Non, mais lui, il a vraiment envie de me fâcher, lui. Donc, je disais que non, ce qui est vraiment, vraiment impressionnant, ce qui était impressionnant, en fait, c'était de voir tous ces petits groupes, parce qu'ils sont venus par petits groupes. Et ce que je disais hier, voilà, il y en a beaucoup ne sont plus vont plus au lycée. Normalement, c'est soit les révisions du bac ou je sais pas, certains ont terminé leur scolarité, mais là vraiment c'était le sentiment que j'avais quand je suis arrivée à 5h30. C'était les jeunes, ils étaient regroupés entre eux, ils savaient pourquoi ils étaient là, ils avaient tous préparé des banderoles, des banderoles, des pancartes, mais des dessins de malades. Franchement, tout a été travaillé et à chaque fois que moi j'ai parlé avec eux, ils me disaient pour nous en fait, bien sûr que comme tu l'as dit, ça a fait écho avec ce qui s'est passé aux États-Unis, à Minneapolis pour George Floyd. Maintenant, déjà, rien n'arrive par hasard, hein, quoi qu'il arrive. Mais dans tous les cas de figure, pour eux, le fait que ce soit interdit, mais la question ne se posait même pas en fait. Ils l'ont complètement. Ils ont été emmerdés à Traoré à son domicile, quand même, faut le dire. Hein. Quelques minutes avant le rassemblement, dans l'après-midi, ils ont été l'impressionner. Voilà, ils sont partis pour
en tout cas, je pense. Pour faire mettre de la un coup de pression, simplement. Exactement. Elle était déjà sur place, donc la conférence de presse a commencé. Voilà. En plus, il y avait énormément de médias, mais franchement, tout s'est bien passé. Les prises de parole, elles étaient vraiment parfaites, elles étaient intéressantes. Il y a eu beaucoup de soutien, beaucoup d'artistes. Donc, on en a déjà parlé hier, mais en fait, pour moi, je pense que cette manifestation, mais en plus des autres, en fait, c'est révélateur du fait que les gens ont envie de montrer, qu'ils sont pas contents. Voilà, tout simplement. Au-delà des différentes causes, bien sûr. J'irais même au-delà, Christophe. Je crois que cette manifestation d'hier, c'est le point de départ d'un nouveau truc. Réellement. Oui, il y en a qui sûr. parlent de convergence de lutte. Hein. Mais réellement. Moi, je pense qu'on peut parler de convergence de lutte, bien sûr. Pourquoi pas? Réellement. Je vois pas où est le problème. Bon, je rappelle quand même qu'on parlait du déconfinement. On en est arrivé, bien sûr. Évidemment, à cette magnifique manifestation. On le rappelle. Rassemblement plutôt que manifestation. Ouais, rassemblement, tu as raison. Tu défiles. Là, il y a eu un rassemblement et je le redis, moi, hier, quand je suis parti de chez moi, en plus, je suis en scooter et bien évidemment, je respecte le code de la route, surtout en scooter. Je suis parti, je crois qu'il était 18h15, on finissait l'émission, on a fait un petit débrief, etc. Et je suis parti en mode pratiquement touriste, dans le sens où je pensais que s'il y avait 2000 personnes, ça serait extraordinaire. Sérieusement. Ouais. Hein. Ouais. Quand je suis arrivé sur le périph' et que j'ai fermé la porte de Clichy, enfin la sortie de porte de Clichy, j'ai dit ouh. Et donc au-dessus du périph', je tourne ma tête. Mais ils l'ont fermé très tôt en plus. Je me dis c'est quoi ce bordel? Vraiment, là je me suis dit attends, là il se passe quelque chose. Donc je suis sorti à Port de Saint-Ouen. Encore une fois, bravo parce que franchement, il fallait le faire, ils l'ont fait. Et franchement, si ça peut, au moins ça a servi à ce que on parle de cette affaire Adama Traoré. Maintenant, les Français ne peuvent pas faire mine de ne pas connaître cette affaire. C'est clair, mais je pense que le communiqué de la préfecture interdisant le rassemblement, c'est une connerie. C'est clair. Vous avez entendu l'intervention du maire du 17e, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je veux absolument savoir pourquoi la double interdiction n'a pas été respectée. Enfin bref, on dirait qu'il atterrit. On dirait qu'il atterrit, quoi. Donc j'ai vu une sortie aussi. Bon, ça ne nous étonne pas, de la part d'un cadre du Front National. Je crois d'ailleurs que c'est un des hauts placés, Nicolas B. Vous connaissez? Ouais, Nico. Il parle quand même. Il a osé dire et parler de cette famille d'Adama Traoré comme une famille de délinquants. Pardon? Oui, non, mais je vous assure, allez lire son post de Nicolas B. Il faut absolument que la famille Traoré porte plainte contre lui parce que c'est juste scandaleux, insultant, humiliant, enfin tout ce que vous voulez. Ouais, ça, c'est clair. Voilà, j'incite vraiment. Maintenant, faut rendre coup pour coup. Il y a un truc qui s'appelle la justice qui semble, je dis bien semble, être encore indépendant dans ce pays. Donc il faut s'en servir. Et la meilleure des attaques et surtout la meilleure des réponses qu'on puisse faire à quelqu'un qui vous attaque, c'est de l'attaquer en justice. Voilà, donc la famille Traoré doit porter plainte contre ce salopard. Il n'y a pas d'autre terme. Mais ces gens-là misent sur le fait que quand ils tiennent des propos pareils, ils misent sur le fait que les gens vont pas prendre ni le temps ni l'argent pour effectivement partir en procédure. Oui, mais à un moment, il faut leur répondre, quoi. On est d'accord, mais c'est la réalité, c'est ça que je veux dire. En même temps, en termes de voyous, ils savent de quoi ils parlent. Oui. Le nombre d'accusations et de mise en examen qu'ils ont, de détournement, de faux employés, employés fictifs. Donc, ils maîtrisent peut-être ce truc-là rapidement. Hein. Voilà. Mais alors, pour revenir au déconfinement et cette fameuse nouvelle qui n'est plus nouvelle, pour dire que Emmanuel Macron va se débarrasser, c'est le terme exact en vérité qu'il faudrait utiliser, d'Édouard Philippe. Alors, je vous annonce, voilà, c'est quasiment officiel, info LGF, que Valérie Pécresse aurait refusé. Hein. Voilà. La proposition a été faite et elle a dit non, au vu des dernières élections, non, on va pas faire les cons. Mais quand tu vois toutes les alliances qu'il y a à Bordeaux, à Lyon, dans plein de grandes villes, où les gens... Ouais, il y avait du monde aussi dans les différentes villes de France, c'est vrai. Hein, non, mais je parle des alliances pour les municipales, les Républicains avec la République en marche, ça leur pose plus de soucis, au moins, maintenant c'est au grand jour. Il veut se débarrasser d'Édouard Philippe parce que la cote de popularité de Macron est au plus bas, enfin c'est catastrophique, et celle d'Édouard Philippe est au plus haut. En tout cas, moi je peux pas vous dire qui parce que je n'ai pas de nom et c'est
c'est pas, j'ai pas de preuves en plus, mais ouais, moi j'ai entendu dire que effectivement il recherche une femme pour Matignon. Oui, bon, on l'a dit ici, c'était Valérie Pécresse. Voilà. Oui, voilà, la preuve que non. Non, mais elle a refusé. Donc voilà. Après, on va savoir qui va. Moi, c'était pas elle que j'avais entendu. Moi, apparemment, celui qui revient maintenant sur la corde, je vous le dis, hein, c'est Bruno Le Maire. Voilà, c'est pas une femme, c'est Bruno Le Maire qui est apparemment bien pressenti pour reprendre le poste à Matignon. La préférence est quand même pour Le Drian, hein, leur préférence. Mais Bruno Le Maire. En tout cas, ça sera un mec connoté droite. Ah bah, c'est clair. Voilà, c'est pour dire un petit peu le truc. Voilà, en tout cas, Édouard Philippe aujourd'hui. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que souvent, vous avez remarqué, les premiers ministres ont souvent une mauvaise image et que le président bénéficie d'un peu plus de, comment dirais-je, on accorde plus de crédit au président. Le premier ministre, lui, c'est celui qui exécute finalement. Et parfois, c'est lui qui provoque la colère d'opinion. Et là, il semble que ça semble s'inverser. C'est le président qui suscite la colère et le premier ministre qui suscite une sorte de sympathie. Ah, non, c'est arrivé. Et ça, c'est rare. Ça arrivait avec rappelez-vous, Fillon était extrêmement populaire aussi, hein. Jusqu'en 2017, quand même, il a failli rafler la présidence, quand même. Oui, mais ça s'est passé. Plutôt encore. Il y a eu Jospin aussi. Bon, on a vu ce qui s'est passé en 2002. Jospin, il s'est pris une raclée au premier tour. Ouais, mais parce qu'il a été. Après, j'ai pas souvenir de premier ministre extrêmement populaire. Rappelle-toi. Qui? Edith Cresson. Édouard Balladur. Ouais, Balladur. T'as vu ce qui s'est passé en 95? Voilà. Moi, je trouve qu'Edith Cresson, elle a eu Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Vous rappelez de cette phrase. Ouais, bien sûr. Ouais. Edith Cresson, elle n'avait pas fait long feu, elle avait fait quelques mois. Moi, je trouve qu'elle a eu la cote quand même. Ouais, bon, ok. Bon, j'ai pas trop souvenir, j'étais trop jeune à l'époque. Bon, 01 46 36 19 05, les amis, si vous voulez nous parler un petit peu de ce déconfinement, comment vous le voyez? Est-ce qu'il est temps maintenant pour les citoyens de réclamer des comptes au gouvernement? Et au gouvernement, justement, parce qu'il l'avait dit, Emmanuel Macron, rappelez-vous, il viendra l'heure pour nous de rendre des comptes. Mais il faudra peut-être qu'il le fasse, parce qu'il y a eu quelques failles. Quand on écoute le gouvernement, le président, le Premier ministre, l'ancienne ministre Buzyn, encore hier à la télé, nous dit tout, on a bien géré, on a été au top. Excusez-moi, c'est pas ce qu'on a tendance à ressentir dans l'opinion générale. Elle cherche à se rattraper par rapport à sa déclaration dans Le Monde, je pense. Et d'autre part, Emmanuel Macron, c'est vraiment, c'est la preuve de son intelligence, avec ironie bien sûr, mais parce que il devance le fait que, mais c'est une évidence qu'il va falloir rendre des comptes. Sauf que il retarde l'échéance. Maintenant, il sait très bien que dans l'inconscient collectif, bien évidemment que septembre c'est très important. Septembre c'est le moment où tout repart. Là, comme tout a été décalé, forcément, voilà. Là, on est un peu dans une période de flottement. Les gens vont pas pouvoir partir en vacances parce que pas de pouvoir d'achat, parce que les frontières sont bloquées, en tout cas au-delà de l'espace Schengen. Donc voilà. En tout cas, pas possibilité de faire des super grands voyages, à part d'avoir mis de l'argent de côté. Et puis voilà, c'est vraiment une période très très particulière, et d'autant que justement, comme il y a l'avant-Covid et l'après-Covid, en fait, moi j'ai la sensation que cette période-là, maintenant, celle qu'on est en train de vivre, c'est la mise en place justement de l'après-Covid, mais sur tous les plans, pas que sur le plan social, pas que au niveau des luttes, au niveau de l'économie, au niveau des créations, de plein de choses en fin de compte. Et moi, j'ai hâte d'être en septembre. J'ai vraiment hâte d'être en septembre. Tu as hâte d'être en septembre, c'est ton côté journaliste, côté voyeur. Pas que. Non. Non. Tu vas de quoi avoir de faire des articles de répronostic, c'est ça? Journaliste, ça veut pas dire voyeur déjà. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. On peut plus rigoler dans ce pays. Vous êtes trop susceptibles, les gens. On peut rigoler, bien sûr. Il y a des journalistes qui sont voyeurs, mais pas. Moi, je fais pas partie de ces journalistes-là. Ah bon, il y a qui, c'est un voyeur? Ah ouais. T'es un voyeur, toi. Ah ouais, toi, tu te balades avec ta caméra, tu chopes tout. Même les gens qui sont en train de parler entre eux, tu mets le micro, on écoute. Non, t'es un voyeur, mec. J'ai même une petite GoPro qu'on me dit, ouais, faut aller baisser votre truc. Ah, la GoPro, elle est déjà là et elle tourne. Voilà. Après, on a des messages en disant, ouais, j'ai été filmé à mon insu. Ouais, ça, c'est un accident.
C'est un Voilà. accident. Ouais, mais Ah ouais, ça, mais c'est- bon, il faut faire ça, attention, mon vieux. ça, c'est dangereux par contre, parce que si la personne elle se retourne contre toi, t'es mal. Hein. Ouais, mais sauf Non, que, non, sauf non, que, non, 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 attends, non, non. sauf quand on est dans un espace public, cher Audrey, on est filmé par toutes les caméras de Ah, surveillance. d'accord. D'accord. Ah oui, ah oui, Ah oui. non, mais faut pas non plus délirer, quoi. Bon, les enfants, il est temps de faire un peu de pub. Faut mettre un peu d'argent dans la caisse, paraît-il, parce que les temps sont durs. À tel point que les temps sont durs, vous savez qu'il y a quand même des grands médias tels que RTL qui a réduit le salaire de leurs correspondants. Ils ont viré 4 animateurs. Enfin bref, apparemment, il n'y a plus beaucoup d'argent dû aux recettes publicitaires qui sont en baisse depuis cette crise Covid. Donc ça ne touche pas que les petites entreprises, messieurs, dames. Allez, pub, on est de retour très vite avec notre invité Noah Manoir. On a plein de questions à lui poser. Restez avec nous et vous pouvez évidemment intervenir en direct au 01 46 36 19 05 et en direct sur Facebook. Christophe, le Grand Forum. À tout de suite, les amis. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Alors, il n'y a pas une petite question intime pour Audrey Pronosti, là? Moi, j'ai envie un peu de rigoler quand même. Non, Philippe, t'as pas jaugé une petite question posée par un de nos spectateurs qui a une question intime qu'il Arrête, n'aurait parce jamais que ça osé va- poser à Ça va Audrey vraiment Pronosti? finir- Voilà, ça va vraiment finir par arriver. Ah bah oui, Et- mais je la souhaite. Bah tiens, et puis moi j'aime bien me sentir mal à l'aise, super. Ah bah oui, mais ça, je vais kiffer ça. Ouais. Tu me connais, Ouais. c'est mon côté sadique. Tu veux vraiment que Audrey me tue. Après, je suis Non, pas non. obligée. Après, je suis pas obligée. Ah, de tu n'es pas obligé de répondre. Audrey, moi j'ai une question pour Audrey. Ah, Ça dépend. vas-y, Philippe, balance ta Audrey, question. tu réponds à ma question. D'accord? Tu réponds à ma question. Ben, je fais ce que je veux. Ah non, Audrey, joue le jeu quand même. Non, joue le jeu. Audrey, On va faire action ou faute. vérité, Audrey? Ouais, Vas-y, action ou mais- vérité. Action ou Ben, vérité? je vais pas faire action. Hein. Je vais dire Alors, Voilà, vérité. vérité. Voilà, vérité. Vas-y, Philippe, pose ta question. Audrey, On s'amuse comme on peut. tu m'aimes? si tu savais. Bon, ça c'est mignon. Là, alors là, je vous fais un gros bisou. Voilà. Mais- Alors, Mais on dis peut... aux gens qu'est-ce qui s'est passé en off. Comment j'ai non, rendu raconte pas, on dingue, s'en fout. dingue. Philippe, Eh ben, je t'ai est-ce qu'on peut défléché, donner un j'ai petit peu l'écho des commentaires Ah ouais. de nos spectateurs? Il y en a beaucoup là, je regarde là. Wow. Ah ouais, ouais. Eh, ils Alors, sont oui, chauds super. patates là. Ça, c'est de moi. Il y a- Merci Il y a beaucoup, combien de Sylvie. commentaires? Moi, je les vois pas là. d'ici. Non, il y en a beaucoup. Ouais. Beaucoup. On donne Ah pas non, de non, chiffres, vraiment, mais il y en a vraiment. beaucoup. Il y a beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous assurez. Ça va toucher beaucoup de monde, le chômage, malheureusement. Mais on peut en Oui. parler de ce beaucoup de pirouettes de ces entreprises qui reçoivent des Bah, milliards. on parle quand même d'un déficit de 11%, donc c'est juste une catastrophe. Et moi, j'ai quand même été entendre, je vais dire, une augmentation de la dette. On était à 100% de la dette. Ça veut dire que là, on passe de 100% de la dette du PIB et là, on va passer à 130%. Voilà. Je veux pas faire flipper les gens, mais c'est ce que moi j'ai entendu dans les différentes émissions, en tout cas économiques. Excusez-moi, j'ai mes portes qui claquent et j'ai peur que. Qu'est-ce Voilà. qui se passe chez toi? Il y a un orage? Non, c'est pas ça. C'est que j'ai ouvert les fenêtres Ouais. et que parce que j'ai un chat et le chat. On rentre dans l'intimité d'Audrey Pronosti. Voilà, et le Ah ouais. chat, mon chat que je vais vous montrer, qui est magnifique. Voilà. Miaou. Voilà, et voilà. Non, mais tout ça pour dire qu'il m'embête parce que quand je ferme les portes, il gratte et du coup, je peux pas me lever pendant l'émission et lui ouvrir la porte. Donc, j'ai laissé les fenêtres ouvertes, sauf qu'il y a un peu de courant d'air et donc ça claque. Voilà. D'accord. Ok. Super intéressant. Vous savez que Mais Attends, alors vous que savez- j'étais en train de parler de la dette que Audrey, j'ai juste avant. est-ce que tu sais que c'est en 1982 que le Minitel est apparu? À 4 juin. Non, je savais pas, mais. Non, mais c'est pour dire que vous vous rappelez des fameux 3615 ta vie. Ah, pff. Bon, elle Bah, était moi, je facile. vous montre mon chien. Eh, j'avais 2 ans, s'il te plaît. Ouais, Les bah propres oui, bah, Canet. ouais. Ah, Ouais, mais vous avez tous des chats? Non, j'ai plus de chat. Non, mais malheureusement. mon chat, je veux pas dire, je l'ai montré parce que c'est un beau gosse, quoi. C'est un très beau chat. Il a même le collier qui fait du bruit. Non, ça, c'est une peluche. C'est la Ah. peluche de Philippe. C'est une peluche? Ah, le type, il lui a vendu 1000 €. Il y avait du brouillard. Je me disais, c'est bizarre, il fait jamais de pipi caca. C'est bon? Bon, il y a quoi d'autre comme commentaire, Philippe? Ah, il y a des. Ah, Alors, merci, Joker merci. Audrey. Moi, je vois la tête d'Audrey. Qu'est-ce qu'elle dit, Nadia?
Ah, manger la rage sur les dividendes de la dette, ça suffit, cette dette. Eh ouais, on peut en parler. Parce que c'est vrai que ça, je savais pas, Audrey. Tu vois, je viens d'apprendre un truc, que 11 points de PIB. Mais attends, je comprends pas. Comment on peut avoir 11 points pour 2 mois de paralysie du pays? C'est énorme. Eh non, mais 11 points, c'est pas possible. En tout cas, moi, toutes les différentes émissions économiques que j'ai pu regarder, ils disent la même chose. Donc, Ouais, moi, l'économie, ça n'a jamais été ma matière préférée, je vous l'avoue. Bah, moi non plus, mais je me tiens forcément au courant puisque c'est lié à la politique et donc. D'accord, dans ce cas-là, ils ont qu'à faire tourner la planche à billets et ils permettent d'avoir une balance. Bah oui, mais ça dépend de la Banque centrale. Et La Banque centrale, c'est ça le problème. Mais oui, bah encore une fois, c'est les banques centrales, c'est privé, donc. Voilà. Pub. Attends. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, à la radio, sur Christophe Le Grand Forum sur Facebook, avec aujourd'hui Audrey Pronosti, avec Philippe Bouriaki, bien sûr, il est tous les jours de la partie. Il réalise cette émission, bien entendu, en mode chacun chez soi, chacun reste à la maison, parce que nous, on est prudents, les amis. On n'a pas envie de faire prendre le risque à qui que ce soit, parce que on a beau nous dire qu'effectivement, tout ça est en baisse. Il y a encore eu 82 décès hier, en 24 heures, dû au Covid-19. Ça a dépassé les 100 il y a 2 jours. Voilà, ça reste encore d'actualité. C'est heureusement, j'ai envie de dire, en baisse, mais ça reste toujours présent. Et donc, on préfère rester prudent, et d'autant plus qu'on a ce loisir de pouvoir être avec vous, non seulement à la radio en son, mais aussi en image sur Facebook. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Et a priori, ça vous plaît bien. Donc, tant mieux. Ça plaît tout le monde, donc tant mieux. On va continuer comme ça jusqu'à peut-être fin juin. Et puis après, on va peut-être penser à aller retourner au studio. On verra. En tout cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité, sachez-le. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Audrey? Non, je sais pas, j'ai vu un commentaire, il y avait marqué mon nom. Alors du coup, je me suis dit. Qu'est-ce qu'il dit ce commentaire, je veux savoir? Ah, je sais pas. Il y a eu plein de commentaires positifs sur Audrey. Hein. Ouais. Ah bon? Qui a été belle. Sincèrement, regarde, on remonte, tu vois, qui a été belle. Merci. Audrey Joker, bonjour Audrey. Enfin, non, mais vraiment, c'est extraordinaire. On dirait que c'est l'émission d'Audrey, quoi. N'importe quoi. Non, mais c'est les commentaires, Audrey. Écoute, les gens t'apprécient. Tu t'es fait belle aujourd'hui. J'ai essayé d'être un peu plus présentable qu'hier parce qu'effectivement, hier, c'était un peu oui. X-Files. Bon, DJ Nabil est toujours là, prêt à accueillir vos appels au 01 46 36 19 05. 01 46 36 19 05, c'est gratuit, les amis. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas payer. Voilà. Quand on a une box, c'est gratuit. Donc, vous pouvez appeler, vous pouvez nous donner votre avis. Hein. N'hésitez surtout pas. 01 46 36 19 05. En commentant aussi sur Facebook, n'hésitez pas aussi. On parlait donc de ce fameux déconfinement. Et puis, on en est amené à parler un peu d'économie pendant la pub. Et Philippe s'étonnait justement de ce fameux 11% évoqué par Audrey. Comment est-ce possible, c'est la question de Philippe Bouriaki, comment est-ce possible d'atteindre ce fameux chiffre de 11% pour 2 mois de paralysie d'un pays? C'est la question à laquelle on peut tenter de répondre. Alors moi, je suis pas très bon en économie, donc je vais pas me la jouer. Je ne sais pas si Audrey a une réponse. 11%, comment est-ce possible? Voilà, par contre, j'ai pas autant de compétences pour répondre à cette question. Par contre, si tu veux faire une émission là-dessus, je peux bosser là-dessus et t'y répondre. Et je pense aussi que la personne qui est à même de te répondre là-dessus, c'est Farid. Parce que moi, Farid, je l'avais interviewé dans une de mes émissions et on avait parlé de ça. C'était extrêmement intéressant. Donc, je te conseille, si tu veux faire une émission là-dessus, tu le prends ce jour-là, quoi. Tu lui proposes de venir. Et puis moi, je bosserai le sujet, mais je suis pas une économiste, donc. Oui, d'accord. Bon. Et sinon, pareil, j'ai interviewé un économiste qui s'appelle Camille Sari. Je te le conseille. Très intéressant. Ouais, bah écoute, il est le bienvenu. Dès lors qu'il a des choses intéressantes à apporter, toute la place est faite pour. Il faudrait qu'on appelle Thomas Porcher, en vérité. Tiens, alors, rappelle-moi qui c'est, parce que tu sais qu'on en a parlé ce matin. Oui, Thomas Porcher, c'est un économiste assez proche, faut le dire. Il a fait partie de la création, tu sais, de Place Publique avec Guzman. Il n'est pas responsable des cheminots, un truc comme ça?
Ah non, non, non. Non, c'est pas la même Non. chose. Ok, je Pas confonds. Jacques Attali, on te dit pas Jacques Non, Attali. non, je parle pas de Nathalie. Mais représentant des cheminots syndicales, non, c'est pas lui. Non, non, non. Thomas Porcher, c'est un économiste, un jeune économiste assez brillant, très proche de la cause environnementaliste et écologiste, et qui t'explique comment tout ça, c'est de l'enfumade. Ouais. Bon, bah, on l'invitera parce qu'on a besoin de comprendre aussi. Voilà, moi, je dis sincèrement, on a besoin de poser des questions, de comprendre ce qui se passe, de comment ça va être géré. Est-ce qu'on a des raisons d'être inquiet? Est-ce qu'on a des gens compétents en poste? Voilà, le ministre de l'économie s'appelle Bruno Le Maire. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que voilà, ben on posera toutes ces questions bien sûr, bien entendu. Vous continuez de répondre à cette question que l'on vous pose, à savoir le déconfinement qui est bel et bien entamé, vous l'avez compris et constaté. Est-il temps pour les citoyens de faire le bilan des actions du gouvernement et de demander ainsi des comptes au gouvernement? Vous êtes en majorité à répondre oui à 82,4%. C'était en tout cas le chiffre tout à l'heure sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous continuez de voter en partageant bien sûr et puis en votant surtout, c'est ça l'essentiel. Et vous qui nous regardez l'émission sur Facebook, n'oubliez pas de partager, c'est extrêmement important pour que cet espace de liberté puisse continuer, perdurer, grandir, parce que il a vocation en tout cas à perdurer et à grandir avec vous, parce que sans vous nous ne sommes rien. Franchement, on peut arrêter demain. Si vous n'êtes pas là, bah, on n'a plus lieu d'être, nous. Hein. On va continuer d'aller faire des pop-corn, j'allais dire, pour alimenter nos journées et nos après-midi devant Netflix. Voilà. 01 46 36 19 05. Le zapping à suivre tout à l'heure. Et puis notre invité, Noam Anouar, qui ne devrait pas tarder d'arriver, pour eh bien, parler avec lui justement de toute cette tension autour des violences policières, puisqu'il en a bien subi justement par une suspension. Il est syndical, il est délégué syndical, pardon, Vigie police. C'est notre ancien des RG. Il sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Il est là, Monsieur Noam Anouar. Bonsoir, bienvenue sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, bon, oui. Parfaitement, c'est nickel. Noam, bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes donc Noam Anouar, c'est votre nom et prénom, police délégué syndical VJ ministère de l'Intérieur, suspendu en février 2020 pour avoir dénoncé les violences policières. Suspendu quand même, pas une petite suspension, 24 mois dont 18 mois avec sursis et 6 mois sans versement de salaire. C'est bien cela. Vous en êtes tout d'ailleurs dans votre suspension? Vous avez fait appel ou pas? Comment ça se passe? Alors actuellement, je suis en attente de mon arrêté de suspension parce que le conseil de discipline rend une proposition de sanction et cette proposition en fait est actée et entérinée par le ministre de l'Intérieur qui a tout loisir et toute liberté en fait de l'ajuster selon sa propre volonté et ses critères. Donc je suis actuellement en disponibilité en attente de mon arrêté de sanction. D'accord. Alors justement, des violences policières, on en est beaucoup question en ce moment. Évidemment, ce qui s'est passé aux États-Unis, mais on va parler de ce qui se passe en France avec ce rassemblement qui a eu lieu il y a 2 jours autour de l'affaire Adama Traoré, que vous connaissez bien entendu, qui a réuni, selon la police, 20 000 personnes, selon les organisateurs, 40 000 personnes. C'est quand même en soi une belle réussite. Les violences policières, quand on entend justement toutes ces milliers de personnes qui disent tout le monde déteste la police, qu'est-ce que ça vous fait, Noam Anouar? Bah, disons que moi j'y étais à ce rassemblement, j'y suis allé en tant qu'observateur et j'ai pris cette décision d'ailleurs d'y aller dès lors que j'ai eu connaissance de l'arrêté d'interdiction du préfet de police, parce que je voulais voir qui étaient les présumés sauvages qui allaient prendre la capitale d'assaut et démarrer une guerre civile comme celle qu'on connaît aux États-Unis. Donc j'ai voulu voir de mes propres yeux et j'y ai vu une jeunesse, une belle jeunesse. Florissante et qui a en fait dont la volonté d'expression a pris le dessus sur l'interdiction préfectorale et c'était des gens qui se sont rassemblés tout à fait pacifiquement. L'ambiance était festive, même s'il s'agissait de se remémorer un deuil. Et donc voilà, moi c'est ce que j'y ai vu. Bon, après je sais qu'il y a eu des incidents sur la fin, donc ça c'est inéluctable. Hein, même quand on gagne la Coupe du Monde, de toute façon il y a des incidents en fin de rassemblement. Donc, c'était pas forcément en rapport avec la thématique du rassemblement, c'est celle des violences policières. Mais naturellement, alors moi, déjà dans mes revendications propres qui ont conduit à ma sanction, mais également dans l'actualité, il n'y a pas que les violences policières, il y a aussi le racisme latent au sein de l'institution policière.
Et quand vous observez aujourd'hui, si vous faites un tour… en fait, D'ailleurs, il y a eu un sondage de un manoir. Je crois que c'est Le Point qui sort ce sondage aujourd'hui. Oui. La police est-elle raciste? Vous répondez quoi, vous? Alors, l'institution policière n'est pas raciste, elle est républicaine, de toute évidence. Après, est-ce qu'il y a des fonctionnaires de police racistes qui trahissent le serment républicain au sein de l'institution? Oui, il y en a beaucoup même. Il y en a énormément. Et qu'est-ce que vous pensez de ces études qui ont indiqué, je crois qu'elles datent un petit peu, mais elles sont révélatrices quand même, à peu près 50% des policiers qui seraient soit sympathisants ou voire même adhérents pour certains d'entre eux du Front National, enfin ex-Front National, aujourd'hui RN. Est-ce que vous l'avez constaté, vous, sur le terrain? Je pense que le sondage est même plutôt optimiste, en fait. Mais ceci dit, alors permettez-moi de recadrer justement ce débat, parce que c'est des arguments qu'on entend dans la presse. Si vous regardez le Parisien d'aujourd'hui, d'ailleurs, on a la photo du directeur général de la police nationale qui dit la police française n'est pas raciste. Alors ça, moi, je pense que c'est une façon de biaiser le débat, parce que moi, ça m'intéresse pas, si vous voulez, de savoir si la police française est raciste ou pas, parce que de toute évidence, la réponse sera non, hein, à l'unanimité. Je ne parle pas du sondage, hein, mais je parle de la réponse judiciaire, institutionnelle. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est pas pour qui les policiers votent dans le cadre de leur vie privée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'ils font dans le cadre de leur activité professionnelle au quotidien. Donc, est-ce qu'il y a des comportements, je dirais, partiaux ou impartiaux? Est-ce qu'il y a des comportements discriminatoires? Est-ce qu'il y a des propos racistes qui sont tenus? À l'évidence, oui. Et d'ailleurs, je remercie vos confrères du média, hein, le média, qui ont republié une vidéo, la vidéo d'une interview que j'avais donnée dans leurs locaux en janvier, dans laquelle j'avais prédit avec justesse que les fonctionnaires qui avaient tenu des propos racistes au TGI de Rouen ne seraient pas sanctionnés 6 mois après. Et effectivement, vos confrères de Mediapart ont constaté qu'aucun d'entre eux n'avait été sanctionné à ce jour et qu'ils étaient toujours en activité au TGI de Rouen aujourd'hui, en fait. Donc, du coup… Mais comment on explique, nous, à Manoir, justement, toute cette défiance envers la police? Ces artistes, par exemple, comme Camilla Jordana, qui déclare il n'y a pas longtemps, justement, ne pas se sentir en sécurité face à un flic. C'est quand même une réalité aujourd'hui que, certes, bon, pour l'avoir vécu, hein, pas à titre personnel, mais pour l'avoir vu, aujourd'hui, les jeunes des quartiers sont quand même confrontés à des individus qui sont là pour régler des comptes plus que pour faire leur métier quand même. On va pas faire de généralité parce qu'on n'est pas là pour dire que la police fait mal son travail, mais il y a quand même quelques comportements qui posent quelques problèmes. Et malheureusement, on parle souvent de la minorité agissante et qui fait du mal à la majorité. Aujourd'hui, il est peut-être temps aussi, des gens comme vous peut-être, comme Alexandre Langlois, comme bien d'autres, de dénoncer aussi ce qui se passe au sein de cette institution, parce que on voit, je pense que vous allez partager mon diagnostic et de celui aussi de quelques personnes qui connaissent bien le terrain. On est quand même à une feuille de cigarette d'une explosion, à nouveau une explosion qui pourrait faire beaucoup de mal dans les quartiers, et j'allais même dire au-delà de la France entière, parce qu'on sent que la colère est quand même beaucoup plus généralisée. Et on a vu qu'au travers des Gilets jaunes, par exemple, beaucoup ont découvert ce qu'aujourd'hui on appelle la violence policière. Oui, effectivement. En fait, la violence policière, elle peut être légitime. Et heureusement que la police a le droit d'utiliser la force dans des cas extrêmes, hein, dans des situations comme celle de la légitime défense. Par exemple, en période de menaces terroristes, on était bien content d'avoir des patrouilles de police, d'avoir des gardes statiques à divers endroits du territoire. Mais le problème, en fait, c'est la régulation. Moi, c'est ce que je dénonce depuis des années, puisque la première dénonciation que j'ai faite dans la presse date de 2017, de janvier 2017. C'est en fait l'absence totale de contrôle. C'est-à-dire que la police est régulée et contrôlée par la police. L'IGPN est un service de police comme les autres. On peut très bien être exercé dans un commissariat et être muté à l'IGPN le lendemain et revenir en commissariat le surlendemain. Donc, on ne peut pas être contrôlé et évalué par ses propres collègues. Donc, moi, je milite de longue date pour la dissolution de l'IGPN en tant qu'institution contrôlée par le ministre de l'Intérieur, et pour la création d'une nouvelle institution qui échappe au contrôle du ministère de l'Intérieur et éventuellement au contrôle gouvernemental. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer un organisme indépendant qui serait présidé par un magistrat, par exemple, ou par plusieurs magistrats. Mais on est dans une situation catastrophique parce que l'activité policière échappe à tout contrôle, c'est-à-dire que c'est une activité de toute façon qui est régulée par des instances politiques. Aujourd'hui, M. Castaner n'est pas quelqu'un de neutre, c'est quelqu'un de partisan dans le débat politique. Par nature, c'est un ancien élu socialiste qui est ensuite adhéré à La République En Marche. Et donc aujourd'hui, c'est pas quelqu'un de neutre dans le débat.
alors que l'activité de justice et l'activité de police doivent demeurer des activités totalement neutres, totalement indépendantes des doctrines politiques. Avant de te laisser la parole, Audrey, pour tes questions, parce que je suppose que tu en as, je propose qu'on regarde justement le sondage qui a été mis en ligne aujourd'hui par Le Point, qui demande clairement, est-ce que la police est pour vous raciste? Bon, bah, je vous laisse apprécier le résultat. Peut-être, Philippe, de nous donner pour les auditeurs qui nous écoutent à la radio. Voilà, alors le sondage par le magazine Le Point. Estimez-vous que la police française est raciste? La réponse des lecteurs et des auditeurs, 38 479 votants disent oui à 83,2%. Noah Manoir, une réaction? Ce sont les gens qui sont le peuple qui s'exprime, enfin une partie évidemment. Oui, mais bon, ça reste du multimédia, du grand public. Donc la réponse est déjà la question est biaisée, c'est-à-dire que on aurait pu demander est-ce que avez-vous déjà rencontré des policiers racistes? Ça aurait été plus correct parce que dire l'institution est raciste, finalement, ça permet aux policiers eux-mêmes racistes de se dédouaner en disant mais moi je suis pas raciste, c'est l'institution qui l'est. Donc moi, ce que je dénonce à la base, ce sont des comportements individuels qui sont des comportements racistes. Oui, mais ils représentent une institution, ces gens-là. Ah oui, totalement. Voilà, totalement, donc, mais ce sont malheureusement ces gens-là qui font qu'aujourd'hui, il y a ces gens qui pensent qu'une institution qui s'appelle la police en France qui est raciste. Et ça, c'est embêtant. Oui, mais en fait, cette façon de formuler les choses, elle se retourne contre les gens qui posent la question de bonne foi. Hein. Attention, j'entends, et de façon légitime. Parce que vous regardez la presse, le DGPN aujourd'hui dit la police française n'est pas raciste. Il y a 4 jours, M. Nunez était en première page de Libération et il disait le racisme n'a pas sa place dans l'institution. Le préfet de police a fait un communiqué aux agents hier matin ou avant-hier matin, pardon, en disant que finalement tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, qu'il n'y avait pas de racisme ni de violence au sein de l'institution policière et que finalement lui se portait garant de la défense de l'image de l'institution qui était attaquée par des âmes malveillantes. Voilà, donc globalement on en est là, c'est-à-dire que du côté des institutionnels, tout le monde nie l'existence du racisme policier et on essaye de fédérer les troupes en disant attention, on est attaqué de l'extérieur, on nous accuse de racisme, alors que les preuves matérielles sont là. Vous avez bien vu l'enregistrement du TGI de Rouen qui est mis en ligne depuis hier, et on vous dit mais non, ça c'est des comportements individuels, c'est pas l'institution en elle-même. Donc moi ce que je vous dis c'est que est-ce que l'institution est raciste ou pas? Moi je m'en fiche totalement. Moi, ce que je veux, c'est qu'on m'apporte la garantie qu'à un moment, si on constate une dérive de façon évidente, que ce soit dans le langage, que ce soit dans les actes, c'est-à-dire qu'on peut agir de façon raciste, mais on peut aussi s'abstenir d'agir de façon raciste, c'est-à-dire ne pas agir dans un cas pour favoriser justement, je vais dire de façon caricaturale, un camp par rapport à un autre. Vous voyez? Donc du coup, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les agissements, c'est pas la philosophie, savoir est-ce que la police est raciste ou pas, puis ensuite on va appeler Michel Onfray, on va appeler Monsieur Finkielkraut, on va appeler Éric Zemmour, et puis on va organiser des grandes tables rondes pour savoir si on doit dire oui ou non à cette question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel et le concret, ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain, c'est que la police est en totale roue libre. C'est-à-dire que là, pendant le confinement, moi, j'ai vu des vidéos. À Lille, c'est cette dame qui se fait arrêter en voiture. Je crois qu'il y avait 2 femmes à l'intérieur d'une voiture où il dit, je sais plus, on entend le mot bougnoul. À Rouen, où il s'agit de préserver la race blanche et d'éradiquer ces gens, avec un policier qui dit j'ai aujourd'hui payé mon fusil d'assaut pour le grand jour. Vous voyez, c'est des choses qui sont terribles. Et ces personnes sont toujours en poste. C'est-à-dire que moi, au moment où je vous parle, on m'interdit de pratiquer mon métier parce que j'aurais dénoncé le racisme, j'ai violé le devoir de réserve, etc. Et les gens à Rouen qui disent qu'il faut tuer les juifs, les bougnoules, les négros, etc., ces gens-là sont toujours en activité. Ils ont un pistolet autour au ceinturon, et avec 2 chargeurs garnis, et on les autorise à exercer leur métier. Vous voyez? Et symboliquement, aujourd'hui, Madame Belloubet s'est rendue au TGI de Rouen. Il n'y a pas eu un mot sur cette affaire. Donc moi, je ne comprends pas. Ouais. Voilà. Alors, il y a pas mal de choses qu'on ne comprend pas. Justement, je vous poserai des questions par rapport à vos déclarations d'un manoir sur RT France par rapport à l'affaire d'Argentin. On y reviendra dans un instant. Audrey Pronosti. Écoutez, bonjour Noah Manoir. Alors, j'écoutais avec attention tout ce que vous avez dit. C'est extrêmement important le fait que vous ayez fait la distinction entre justement l'institution policière et les policiers, parce que je pense aussi que le résultat en fait de cette question en fait résulte d'une inquiétude générale. Donc vous
effectivement, vous nous avez dit que vous militiez pour qu'il y ait une sorte d'instance, en tout cas extérieure, externe, et surtout indépendante, pardon, pour que justement il y ait en tout cas un contrôle qui se fasse de façon beaucoup plus voilà, pérenne et à mon sens plus juste. Comment vous pensez que ça pourrait se faire concrètement? Alors moi je pense que déjà, bon, alors on va donner une réponse idéaliste et une réponse pragmatique. Ouais. Dans l'idéal, moi je pense qu'on ne pourra pas échapper à un remaniement ministériel parce que bon, sous la mandature de M. Castaner, on a eu beaucoup trop de difficultés. C'est-à-dire qu'on est passé par l'affaire Michael Harpon, par les violences policières exercées à l'encontre des Gilets jaunes, par la loi sur les retraites, on a vu les infirmières se faire tabasser, les pompiers. Donc il y a un bilan qui est catastrophique. Aujourd'hui, il y a le confinement. On nous a montré qu'on était capable d'aller chercher un promeneur en hélicoptère sur une plage, mais qu'on ne pouvait pas améliorer les conditions d'attente d'une personne dans un commissariat de banlieue qui viendrait déposer plainte. C'est-à-dire que c'est parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures d'attente. Moi, je l'ai vécu à titre personnel. Donc, du coup, il y a un problème de fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui, je pense que le contrat de confiance avec le gouvernement actuel est rompu. C'est-à-dire que la population, le sondage le démontre, la population n'a plus confiance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est du ressort du président de la République. C'est-à-dire que il n'y a pas le choix. La seule personne aujourd'hui qui peut impulser quelque chose de nouveau, c'est Emmanuel Macron. Donc, théoriquement, bon, je pense que c'est une question de respect pour sa fonction et pour son passé, hein, mais il va remplacer le défenseur des droits en juillet. Je crois que M. Toubon, en fait, termine sa mandature en juillet, donc on va avoir un nouveau défenseur des droits. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez attendu. Et ensuite, on ne sait pas trop vers quoi on va. C'est-à-dire ce vers quoi on va, 2022 est encore très loin et en 2 ans, il peut se passer énormément de choses. Donc, on ne peut pas le dire, ça ne fait rien jusqu'en 2022. Ensuite, bon, de façon pragmatique, moi, je pense que, en fait, il ne se passera pas grand-chose, très honnêtement. C'est-à-dire qu'on a, parce qu'on n'est pas en fait dans le concret. C'est-à-dire qu'on a des débats qui sont des débats médiatiques. Moi, je l'ai souligné chez certains de vos confrères. C'est que moi, je ne comprends pas que M. Castaner se soit empressé de répondre à Camélia Jordana, avec tout le respect que j'ai pour elle. Hein, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait été exactement pareil. Alors que les associations de policiers et les syndicats, y compris les syndicats minoritaires, demandent à être entendus depuis plusieurs années maintenant et ne sont jamais reçus. C'est-à-dire que nous, quand on écrit à M. Castaner, on est délibérément ignoré. Quand on est chanteuse de télé-réalité et de variété, on interpelle le ministre, on a une réponse le lendemain. Quand on est policier issu d'un syndicat qui représente 600, parfois 1000, parfois 2000 personnes, on interpelle le ministre, on n'a pas de réponse. Donc moi, je considère que la police, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas quelque chose qui bon, même s'il faut parfois effectivement faire de la communication, mais ça peut pas être que de la communication. Il faut qu'il y ait une substance derrière. La police, c'est la lutte contre la criminalité, c'est l'exercice du droit, c'est l'organisation des élections. Je parle du ministère de l'Intérieur en l'occurrence. C'est la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre la radicalisation. Vous voyez, par exemple, en parlant des questions de radicalisation, parce qu'une partie de la communauté et de vos auditeurs peut parfois être concernée par cette question. Le préfet de police disait en février, concernant les fonctionnaires musulmans, je préfère l'injustice au drame et j'assumerai toute décision injuste concernant le renvoi d'un fonctionnaire ou la révocation d'un fonctionnaire radicalisé ou accusé de radicalisation. Il n'a même pas dit radicalisé, accusé de radicalisation, parce qu'on a demandé aux gens de signaler ces petits riens qui génèrent des drames. Vous voyez, les petits riens, c'est celui qui fait le ramadan, c'est celui qui a quelques poils de barbe, hein, donc c'est ce genre de choses. Donc à un moment, et après, on vient nous dire aujourd'hui que finalement l'institution n'est pas raciste et que ce sont des accusations malveillantes. Donc moi, je me pose des questions sérieuses, c'est-à-dire concernant quand même une personne. Le préfet de police, c'est un représentant de l'État, au même titre que tous les autres préfets, mais beaucoup plus que les autres préfets, parce que le préfet de police représente Paris et les 3 départements de petite couronne. C'est un ministre de l'Intérieur bis, c'est pas un préfet ordinaire. Donc, moi, je suis inquiet de l'inertie qu'il y a autour de toutes ces questions, de tous ces débats, c'est-à-dire où finalement, aujourd'hui, on entre dans une forme en fait de dictature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes victime de violences policières et que l'IGPN dit classement sans suite, les recours n'existent pas. Quand vous êtes salarié dans une entreprise de l'aéroport de Roissy, qu'on vous retire votre badge du jour au lendemain et qu'on vous explique qu'on ne peut pas vous dire pourquoi, mais que c'est une décision qui relève de la sûreté de l'État, vous n'avez pas de recours. Les recours sont très longs et très pénibles. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a un problème de droit, un problème fondamental.
Et malheureusement, ça, comme la nature a horreur du vide, ça, les musulmans, les maghrébins, les africains en sont les premières victimes. Justement, Noah Manoir, puisque vous parlez de ce sujet, vous avez fait quelques déclarations, parce que je crois que vous êtes un ancien DRG, Oui. justement sur la communauté et ses responsables, en parlant justement de quelques représentants de mosquées, en parlant de quelques services secrets algériens, marocains, etc. Vous dites aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est effectivement vous dénoncez le comportement de certains. Quand vous dites par exemple qu'il y en a qui croient en Dieu, comme on peut croire au Père Noël. Voilà. Quelle est l'utilité de lancer ça en pâture dans un manoir, de faire une généralité de toute cette communauté qui, vous le savez, déjà est confrontée par j'allais dire une démobilisation, un manque de collectif. Voilà. Et pourquoi avez-vous jugé utile de dire cela, de déclarer cela, quand vous savez un petit peu l'état de cette communauté et de ce qu'il en découle? Quelle est l'utilité de vos propos? Surtout, moi, je pense que vous auriez pu aller plus loin. C'est-à-dire, s'il y a des noms à donner, allez-y, balancez Noah Manoir. Il faut y aller jusqu'au bout. Quand on commence à dénoncer quelque chose, on va jusqu'au bout. Alors, d'une part, je pense que c'est pas, moi, comment dire, je vois pas ça comme quelque chose d'évident pour deux raisons. La première, c'est que quand je vous dis effectivement qu'il existe des imams qui sont salariés ou fonctionnaires d'un État étranger, c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, les gens confondent, si vous voulez, ragot, information et renseignement. Moi, quand les gens me parlent sur Internet, sur les réseaux sociaux, parfois sur certaines Je me permets juste de vous couper, Noah Manoir, si vous permettez, parce que je vais juste balancer la pub, comme ça on pourra finir tranquillement cet entretien. Dans un instant, on balance la pub côté France Maghreb 2 et Radio, et on est de retour très vite. On reste cependant en live sur Facebook. Pub. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Avec Noah Manoir, qui est notre invité. Noah Manoir, avant qu'on revienne sur cette question que je vous posais il y a quelques instants, je pense qu'on va y répondre, enfin vous allez y répondre dans un instant pour les auditeurs. Ce qui m'a surpris, quand on a annoncé votre venue, les commentaires étaient assez négatifs vous concernant. Je comprends pas et j'ai du mal à comprendre, Noah Manoir. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je sais pas, franchement, j'ai pas forcément lu les commentaires qui concernaient ma venue, mais je pense qu'il y a un problème dans ce qu'on pourrait appeler la communauté. Ouais. Je pense qu'il y a un problème déjà de tolérance. C'est-à-dire que, bon, à un moment, moi, je ne crois pas avoir directement mis en cause ou insulté quelqu'un de façon diffamatoire ou de façon irrespectueuse. C'est clair. Et a priori, écoutez, si les gens veulent faire de l'autosatisfaction et écouter des gens qui leur disent ce qu'ils veulent entendre, effectivement, je ne suis pas la bonne personne. Moi, je donne ma conception d'une réalité. Et ensuite, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut la prendre en compte, on peut l'ignorer. Moi, ça ne me pose aucun problème. Si vous voulez, je ne suis pas là pour vendre quelque chose. Ouais. Donc, les gens, si vous voulez, si les commentaires négatifs, c'est de dire, effectivement, il n'a pas le droit de parler. J'étais surpris. Voilà. Je me suis demandé pourquoi, etc. Effectivement, il y a quelques... Alors, c'est vrai que vous avez fait des déclarations, on va y revenir dans un instant, sur la communauté, parce que vous faisiez partie, on rappelle, du renseignement. Hein. Non, j'ai pas fait de déclaration sur la communauté. Non, quand vous parlez des imams, quand vous parlez, vous faites un lien avec l'affaire Ramadan, enfin plein de choses quand même. Voilà, vous avez quand même. C'est un sujet pour lequel je m'exprime, mais je veux dire, contrairement à ce que disent certains, j'ai pas stigmatisé la communauté. Après, si certains se sentent visés, je dirais. Vous avez fait un bilan qui apparaît comme négatif, quoi. Ah oui, mais après, moi, si vous voulez, je suis pas candidat à une élection. Moi, si les gens, je dirais même que bon. Moi, je considère, pour être très honnête, qu'en tant que syndicaliste policier, la communauté musulmane, c'est pas mon public. Moi, mon public, c'est les adhérents du syndicat de Vigie. Donc, à la limite, moi, je viens en ami pour exprimer un point de vue. Après, il a accepté ou pas. J'ai envie de dire, mais il y a un moment où il faut dépasser les clivages traditionnels où, finalement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. J'en reviens à votre question, la question qui a précédé la coupure publicitaire. C'est qu'en fait, il y a une misère affective en fait et intellectuelle au sein de la communauté. Si ça fait pas plaisir de le dire, moi je pense que ça correspond à une réalité. Et les gens attendent en fait une sorte de prophète. Bon, à un moment c'était Tariq Ramadan, ensuite il y a eu Yassine Bellatar, puis les gens comptent les points. Ouais, super. Mais en fin de compte, c'est un schéma qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que moi je pense que effectivement se confronter à la réalité c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire de penser qu'à un moment, personne ne représentera la communauté musulmane. C'est-à-dire que c'est la communauté musulmane, d'ailleurs, c'est une somme d'individualités avec des origines, des conceptions,
des niveaux sociaux différents, en fait, des niveaux socio-culturels même différents, et que finalement, personne ne va défendre la communauté musulmane, sinon chacun des individus qui la composent. Donc maintenant, moi, je ne suis pas le prophète de la communauté musulmane. Il y a un certain nombre de personnes, effectivement, qui se sont emballées à un moment en disant oui, il parle bien, c'est super, il nous représente. Moi, je ne suis pas là pour représenter la communauté musulmane et j'ai jamais prétendu que j'étais là pour ça. Voilà, moi, après, si on peut éviter de parler de moi, mais se recentrer sur des débats, effectivement, moi je ne veux pas qu'on parle de moi, je ne suis pas candidat à quoi que ce soit, je ne vis pas grâce à la communauté musulmane, je n'ai pas une boucherie halal, je n'écris pas des livres sur le Coran ou quoi que ce soit, ce n'est pas, si vous voulez, ce qui me permet de vivre. À la différence peut-être des personnes qui sont traditionnellement plébiscitées par les musulmans. Moi, je viens, je suis policier, fonctionnaire de police, syndicaliste, donc à la base, mon objectif, c'est la défense des intérêts de ma profession. Et comme j'ai travaillé aux renseignements généraux, j'ai décidé, à travers l'ouvrage que j'ai écrit, de donner une vision un petit peu différente, mais qui me paraissait néanmoins réaliste, de la réalité du terrain, avec des éléments qui ne sont pas ceux que vous avez la possibilité d'observer. Pourquoi? Comme je vous le disais, parce que moi, je ne fais pas du ragot, je ne fais pas de l'information, mais j'ai fait du renseignement. Oui, non, mais je sais. Le ragot, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je fais du renseignement. Et le renseignement, en fait, c'est basé sur des éléments matériels et des éléments concrets. C'est-à-dire que moi, des fois, je parle avec des gens, je leur dis, bah, écoute, il y a un tel, voilà, parfois, il y a eu ci ou il y a eu ça. Et les gens me disent, non, c'est pas vrai, j'ai lu sur Facebook que c'était pas vrai. Oui, mais moi, j'ai d'autres sources, en fait. Vous voyez, bon, on en a discuté avec Audrey, je peux pas forcément parler de tout à l'antenne, mais parfois, quand moi, j'ai des éléments qui sont pas forcément à la portée du grand public. Et donc, parfois, il y a des gens qui peuvent décider de me faire confiance en disant, bah oui, mais il sait peut-être des choses que nous, on ne sait pas. Il y a des gens qui disent, non, moi, je sais mieux. Et puis, de toute façon, comme j'accepte pas et je suis pas d'accord, il a tort et puis c'est tout. Vous voyez, moi, je vous le disais la première fois qu'on s'est parlé, les gens… Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est de retour en direct sur votre radio France Maghreb 2, la pub étant terminée. On est toujours avec Noam Anouar, ici présent sur France Maghreb 2. Je lui posais la question justement sur ses déclarations et au-delà de ses déclarations, le travail qu'il en a fait en tant qu'ancien renseignements généraux, des RG, les fameux. Justement, alors, par exemple, à propos des imams, vous avez été… après, je vais vous dire très sincèrement, c'est vrai que nous aussi, on a quelques échos. Mais aujourd'hui, les présidents de mosquées, les imams… Christophe, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je pose ma question, elle me coupe comme ça en pleine question. Mais excuse-moi, je me permets de te couper maintenant parce qu'après, j'ai une question à poser qui n'aura plus aucun intérêt si je la pose après, en fait. Parce que je sais quelle question tu vas poser. Pardonne-moi d'avance. Je peux la poser? Maintenant, vas-y, prends la parole. Merci. Non, la question que je voulais poser avant justement qu'on rentre dans le débat dans lequel tu veux rentrer, Noam Anouar. Moi, la question que je me pose ou qu'on pourrait se poser légitimement, c'est que effectivement, si cela peut contrarier certaines personnes de la communauté, est-ce que cela ne vient pas justement du fait que vous en venez en fait, et le fait que vous vous exprimiez en tant que personne, juste personne, on ne vous voit pas, on vous voit au-delà parce que justement vous êtes un peu soit médiatisé parce que vous êtes dans l'institution policière et que c'est pas forcément une institution qui a bonne presse, et puis voilà, les propos que vous avez tenus peuvent heurter justement certaines personnes de la communauté. Donc, est-ce que on peut se poser la question légitimement, le fait que ce soit vous qui, en fait, posez ces questions, si, admettons, c'était moi, est-ce que ce ne serait pas perçu d'une façon différente? C'est un débat très complexe, en fait, parce que vous savez, la communauté musulmane, à part ceux qui en vivent et qui en tirent un profit personnel, personne n'a vraiment envie de s'y frotter. Vous savez, par exemple, politiquement, il y avait une tradition jusqu'au début des années 2000 ou peut-être un peu plus tard, où dans chaque liste municipale ou dans chaque gouvernement, on avait pris l'habitude d'intégrer une personne issue de la communauté musulmane, voire maghrébine. Et vous avez bien observé qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est perdu. Les élus n'investissent plus, en fait, parce qu'il y a énormément d'énergie négative. Moi, vous savez, en faisant du renseignement, moi, je ne fais pas du ragot et je ne fais pas de l'information. Le renseignement, c'est un métier qui requiert une technique, des outils
qui sont pas forcément à la disposition du grand public. Et donc, les relations que je peux avoir, par exemple, avec les élus, sont pas les mêmes que celles que vous pouvez avoir, parce que les rôles sont différents. Donc, c'est ce qu'il faut déjà intégrer dans un premier temps. Et moi, quand je discute avec les élus, ils me disent, après en avoir fait l'expérience, de toute façon, si on nomme un musulman ou un maghrébin dans une liste pour intégrer un poste, il y a toujours effectivement une minorité de satisfaits et une majorité d'insatisfaits. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de divisions au sein de ce qu'on pourrait appeler la communauté, hein, parce que moi, je ne considère pas que ce soit Comment vraiment... on l'explique, toi, Manoir? Je veux dire, par exemple, vous parlez des présidents de mosquées, des imams. Aujourd'hui, est-ce qu'on assiste, voilà, on va poser la question clairement, on va pas tourner autour du pot, est-ce qu'on est plutôt vers un culte au service des consulats étrangers, ou est-ce qu'on est plus du côté d'un culte à la française? Ah non, il n'y a pas de culte à la française. Je pense que c'est un secret de polichinelle, mais la majorité des mosquées sont colorées. C'est-à-dire que vous avez des mosquées turques, vous avez des mosquées algériennes, marocaines, qui sont clairement étiquetées. C'est un peu tabou, si vous voulez, de l'exprimer ainsi, mais c'est la réalité. Quand vous dites, par exemple, qu'ils ne croient pas en Dieu, ces gens-là, donnez-nous des éléments pour qu'on puisse comprendre. Il y a des personnes qui, et je pourrais pas vous donner de nom pour répondre à votre question, comme ça on va lever le suspense tout de suite, parce qu'il y a une restriction qui s'appelle le secret défense, le secret de la défense nationale. Et donc, si effectivement je donne des informations caractérisées, matérialisées d'une certaine précision, je commets en fait une infraction. Donc, je peux pas, j'irai pas beaucoup plus loin que ce que j'ai déjà dit. Sans nous donner de nom, dites-nous justement au travers de quel comportement qui vous a semblé étrange et qui vous permettent de dire ça aujourd'hui. Parce qu'on a par exemple des écoutes téléphoniques. Quand vous êtes dans un service de renseignement, vous organisez parfois des filatures, des écoutes téléphoniques, et ça vous permet en fin de compte d'obtenir un discours qui est un discours privé. Quand je dis les écoutes téléphoniques, c'est les investigations, en fait, ce qu'on appelle les interceptions de sécurité. Vous pouvez avoir accès aux mails, aux données Internet, aux données de connexion. Et donc, parfois, vous avez un discours qui n'est pas forcément le discours que les personnes tiennent en public. C'est-à-dire que, quand je disais, quand on présume du niveau de croyance d'une personne, comme je disais, les gens qui croient au Père Noël, c'est parce qu'il n'est pas rare de trouver des personnes qui peuvent commettre pas forcément des infractions, mais ce qui pourrait s'apparenter à des péchés au plan religieux, c'est-à-dire des imams qui cumulent les maîtresses. Par exemple, on a eu quelques affaires judiciaires, notamment concernant le désenvoûtement, c'est-à-dire des femmes qui viennent un peu en détresse parce qu'elles ont des problèmes de couple. Elles pensent que c'est l'affaire d'un djinn qui les possède ou d'un djinn amoureux ou je ne sais quoi. Et puis à la fin, le raki, c'est-à-dire le praticien, finit par coucher avec la femme. Et ça, c'est des affaires qui sont un petit peu tabous, qui sont parfois traitées au niveau des commissariats. Donc moi, j'en ai vu un certain nombre. C'est pas une généralité, mais ça existe, et ça existe beaucoup. Pas qu'un peu. Et le lien avec l'affaire Tariq Ramadan, alors alors, il y a entre la Rokia et Tariq Ramadan, il n'y en a pas. Non, mais ça, j'ai bien compris. Mais l'affaire Tariq Ramadan, vous en avez parlé. Qu'est-ce que alors oui, moi j'en ai parlé, mais il n'y a pas que moi qui le dis. Vous regardez le livre de Cheno Malbruno, parce que parfois il faut aussi s'informer autrement que par les réseaux sociaux. Et là, c'est un livre qui cumule des preuves en fait, des preuves matérielles, des documents, etc. Où les deux journalistes affirment que Tariq Ramadan, en tout cas dans la dernière partie de son exercice de prédicateur, était un agent rémunéré par le Qatar à hauteur de 35 000 € par mois. Il avait également à un moment perçu une subvention si ma mémoire est bonne, 591 000 € qui l'ont permis d'acquérir 2 appartements, 2 pièces sur la butte Montmartre et un appartement à Saint-Denis qu'il occupe actuellement. Donc voilà, ça c'est des éléments très concrets. Mais il avait une chaire à Oxford, il était employé par la mairie de Rotterdam à un moment. Oui, mais ça c'est pas un secret pour personne, tout le monde est au courant de ça. Oui, mais après, si vous voulez, je prétends pas que c'est secret. Ce que je vous dis, c'est sur la nature justement de l'exercice et du statut de la personne. On a eu l'occasion de le dire à nombreuses reprises. C'est quelqu'un effectivement qui a peut-être été mal perçu et peut-être d'ailleurs qu'il a ses torts. Tariq Ramadan, il a voulu peut-être profiter de son audition à un moment et il a voulu se faire passer pour le responsable qu'il n'a jamais été. Non, mais moi, je fais pas le procès de Tariq Ramadan. Il y a la justice qui est là pour ça. Et moi, je vous parle des relations d'ingérence, si vous voulez, avec les services étrangers. C'était ça le sujet. Justement, les services étrangers, vous en avez parlé, et ils sont tous actifs, bien sûr. Est-ce qu'il y en a un, sans dire peut-être lequel, parce que je pense que vous ne pourrez peut-être pas nous le dire, parmi ces services Algérie, Maroc, services secrets évidemment, qui collaborent avec vous, avec les services de renseignement français? Est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup plus... L'Algérie, très efficace? Alors, j'allais y venir.
Non, pas efficace parce que les États défendent des intérêts. Les États, vous voulez, sont pas là pour. Il peut y avoir de l'entraide ou de la coopération, mais il y a pas ça se fait de façon officielle. Et ensuite, les États qui agissent sur les sols étrangers défendent des intérêts. Et les intérêts sont pas toujours convergents en fait. Donc, alors sur ce que je vous disais, après c'est le statut. Si vous voulez, moi par exemple, j'avais un correspondant à la CIA qui était en poste à l'ambassade américaine à Paris. Ouais. Alors, quand il me remettait sa carte de visite, il n'y avait pas écrit CIA, agent de police. Il y avait écrit globalement conseiller culturel, vous voyez, sur la carte. Et donc, je sais qu'à l'ambassade, par exemple, du Maroc en France, on a également une personne qui, à un moment, avait le statut de conseiller culturel, mais qui était en réalité un fonctionnaire de la gendarmerie royale. Et ensuite, naturellement, sur les interceptions de sécurité, parfois on arrive à tracer, parce qu'on ne mettait pas forcément ces gens sur écoute. Mais quand vous mettiez les imams, par exemple, ciblés sur écoute parce qu'il y avait une dimension subversive dans leurs propos, parfois on se rendait compte qu'il y avait quand même des relations assez étroites avec les ambassades où ils rendaient des comptes. On a même un imam qui est assez notoire, dont je ne pourrais pas donner le nom, mais qui portait, dont on a retrouvé des photos sur lesquelles il portait une tenue, en fait, une tenue de policier dans son pays d'origine. Vous voyez, et puis aujourd'hui, il porte une chachia et une djellaba. Donc c'est un policier infiltré. Voilà, un policier d'un État étranger. On a également une... Oui, mais ça, c'est une méthode qui a été utilisée beaucoup par Ben Ali à l'époque pour la Tunisie. C'est un secret pour personne. À l'époque, il envoyait effectivement des personnes qui étaient installées, qui occupaient d'ailleurs des postes qui n'avaient absolument rien à voir. Et en fait, c'était des policiers à la solde de Ben Ali et qui récoltaient des informations sur les Tunisiens résidant en France. Voilà. Moi, une dernière question à vous poser, Noam Anouar. Je dois dire que j'ai été un peu mal à l'aise face à votre sortie sur RT France à propos de l'affaire Argenteuil, où effectivement vous racontez les informations que vous avez eues, peut-être en étant sur place, je ne sais pas. Dans votre analyse, qui somme toute est entendable, c'est-à-dire qu'effectivement, vous nous dites qu'il y a des gens qui foutent le bordel dans les quartiers, ça on le dit ici aussi, mais en vous écoutant, et peut-être que vous êtes mal exprimé, l'occasion vous en est donné de redonner un petit peu votre explication, on a l'impression que finalement vous avez presque légitimé c'est-à-dire ce qui s'est passé pour ce jeune qui en est mort quand même. Certes, il était à bord d'une moto volée, certes, il n'avait pas de casque, certes, il emmerdait un peu le monde visiblement dans le quartier, mais est-ce que cela, pour autant, mérite la mort? Et vous avez, vous, écarté le rôle de la police sans que l'enquête n'ait été terminée, ce qui est un peu gênant quand même. Oui, tout à fait. Mais a priori, si vous avez bien suivi l'actualité de ce dossier, le lendemain, le parquet m'a donné raison et RT a rédigé un article dans lequel, justement, il était, je suis cité, et le procureur, en fait, de Pontoise corrobore quasiment au mot près le propos que j'avais tenu la veille. Donc, effectivement, j'ai précédé le parquet, mais il n'y a pas d'élément diffamatoire dans le propos que j'ai tenu sur RT. C'est-à-dire que tout s'est passé comme je l'avais précisé. Voilà. Ouais, enfin, quand vous dites quand même, il roule dans la forêt, il n'a pas de casque, c'est un délinquant, quoi. Ça laisse à prétendre quand même que voilà, ce qui lui est arrivé, c'est bien pour sa gueule, quoi. Non. Alors, non, ça, c'est pas... Il faut faire attention, maintenant. Si ça peut être interprété, vous vous rendez compte qu'il y a des familles de victimes. Alors, si vous m'accordez... je vous pose la question exprès, moi. Vous faites la question et la réponse, là, parce que vous me coupez sans arrêt. Je vous dis ça très amicalement. Je précise pourquoi je vous pose la question. Je ne fais pas la question et la réponse, sinon je vous aurais répondu. D'accord. Donc, voilà, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, parce que je pense que si j'ai au moins une qualité qui peut être reconnue, c'est celle de pouvoir m'exprimer convenablement. Donc, si j'ai jamais dit que c'était bien fait pour sa gueule, et je ne me permettrai pas ça, parce que je sais ce que c'est qu'un deuil, et effectivement, j'ai présenté mes condoléances à sa famille et à ses parents. Donc ça, et j'ai commencé d'ailleurs l'interview par ça. C'est vrai, vous avez raison. Ensuite, moi je pense qu'il faut effectivement parler de ce jeune homme qui est mort, mais que sa mort, si douloureuse soit-elle, puisse servir à quelque chose. Et si on dit effectivement que tout est de la faute de la police et que lui n'a aucune responsabilité dans ce qui lui est arrivé, je ne pense pas que ce soit rendre service, et c'est ma position personnelle, on peut l'apprécier ou pas, mais je l'assume parfaitement. Je ne pense pas que ça puisse rendre service au restant des habitants de ce quartier. Moi, je pense qu'on doit pouvoir dire, dans un premier temps, que effectivement sa mort, c'est quelque chose de dramatique. Moi, j'ai vu ses parents, les images sont très dures. Mais on doit pouvoir parler au restant de la jeunesse en leur disant qu'il ne faut pas faire comme lui. Voilà, moi, je ne dis pas il n'a rien fait. Le pauvre, c'est la faute de la police. Moi, je dis non. J'ai une question. Oui, Audrey, avant que vous me coupiez,
Pardon, Non, c'est moi. je suis à vous dans 5 secondes, mais moi, je parle au restant de la jeunesse des banlieues, arrêtez avec ces motos. Et si vous décidez d'en faire, et je l'ai dit sur l'antenne d'RT, c'est un sport mécanique qui se pratique sous certaines conditions qui doivent pouvoir assurer votre sécurité. Mais ne faites pas de la moto comme ça en pensant que vous êtes des pilotes hors pair et que vous êtes à l'abri au point de pouvoir exercer de nuit en zone urbaine, sans casque, dans des conditions particulières. Oui, d'ailleurs, on l'a dit ici, nous aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, parce que oui, c'est voilà, vrai mais moi, j'ai pas dit autre chose. Et donc, effectivement, la police n'était pas impliquée dans l'accident. A priori, c'est ce qu'a révélé l'enquête. Et c'est pas forcément une enquête biaisée. Il n'y a pas forcément de complot. C'est que ce jeune homme, et je l'ai dit tel quel, n'a pas augmenté son espérance de vie en pratiquant la moto de nuit, à pleine vitesse, dans une zone qui s'appelle la Butte, que les habitants d'Argenteuil connaissent, et en percutant, justement, en percutant un poteau sans porter de casque. Je veux dire, c'est malheureusement une attitude extrêmement risquée. Et je peux pas me permettre, moi, en tant que policier, parce que je suis quelqu'un de responsable, de dire oui, mais c'est la faute à pas de chance ou quoi que ce soit. Il n'a pas augmenté son espérance de vie et il faut absolument pas reproduire les erreurs qu'il a produites. Si sa mort doit servir à quelque chose, elle doit permettre au restant de la jeunesse de pouvoir vivre, tout simplement. Et moi, je veux que vous viviez, en fait. Je veux pas votre mort et je vais pas tenir un discours misérabiliste en disant oui, mais c'est la faute à pas de chance, donc faites comme lui, mais par contre, méfiez-vous de la police. Non, méfiez-vous avant tout de vous-même, de vous, justement, de votre optimisme, de votre envie, peut-être, de pratiquer, parce que, effectivement, ça se fait la motocross, ça se pratique pas comme ça, dans ce contexte-là. Et non, Manoir, il faut que les larmes des mères cessent de couler. Oui, effectivement. Mais écoutez, moi, je veux pas juger ses parents ou quoi que ce soit, mais l'enfant avait 18 ans, il était quand même assez tard, il était tout seul en moto, sans casque, en forêt, loin de chez lui. Je veux dire, parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui ont des enfants quand même. Est-ce que vous seriez à l'aise de savoir votre enfant à l'autre bout de la ville sur une motocross sans casque de nuit, poursuivi éventuellement par la police? Je veux dire, et c'était pas qu'un soir, c'était arrivé depuis extrêmement longtemps, depuis plusieurs semaines. Moi, j'ai des gens qui sont d'origine maghrébine, si ça vous intéresse de le savoir, d'Argenteuil, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais ça faisait un mois qu'on devenait malade, on avait un bruit de motocross à 2 heures du matin dans notre quartier, c'était un quartier pavillonnaire. Donc les gens ont tous regretté ce qui s'est passé, mais on ne peut pas dire que c'est de la faute de la police, parce que sinon on le déresponsabilise et on encourage le restant de la jeunesse à faire la même chose. Et les gens qui ont manifesté, au-delà de ce qui s'est passé donc à Argenteuil, ce sont des voyous? Ah non, pas du tout. Non, moi je défends, vous savez, et je le paye très cher, la liberté de manifester. Je veux dire, les gens ont envie d'exprimer un deuil, une colère, une revendication. Au contraire, la liberté de manifester, c'est une liberté fondamentale. Et à chaque fois qu'une manif a été interdite, moi, j'ai été le premier à me battre justement pour légitimer. Pardon, je reprécise ma question. Pas la manifestation en tant que telle, c'est ce qui en est découlé de ce qui s'est passé à Argenteuil, mais on peut même parler de ce qui s'est passé aussi pendant le confinement dans différentes villes. C'est-à-dire que les violences urbaines qui en découlent derrière, est-ce que les gens qui commettent les violences pour crier une certaine injustice qu'ils sentent en tout cas comme une injustice, est-ce que ce sont des voyous? Non, moi, j'emploie pas ce genre de terme parce que si je leur dis voyou, après, ils vont m'écrire harki, traître, salaud, etc. Vous voyez, donc là, l'injure, en fait, alimente pas et est pas très favorable au débat. Donc moi, je pense que voyou, effectivement, c'est un jugement et une injure. En tout cas, je peux pas leur dire qu'ils ont raison. C'est-à-dire que moi, vous savez, je connais un policier à Argenteuil. Il habite à Magny-en-Vexin. Donc lui, quand il a fini son service le soir à 22 heures, il rentre chez lui à Magny-en-Vexin et là-bas, ça se passe très bien. Il lui arrive rien, si vous voulez. Et chez lui, c'est très sympa, quoi. Si vous voulez, c'est très rural. Par contre, les habitants qui brûlent les voitures, les commerces et le mobilier urbain, les poubelles, les boutiques, les poteaux, les abribus, en fait, ils dégradent leur propre cadre de vie. Donc, ils font pas du mal à la police en faisant ça. Ils se font du mal à eux-mêmes, en fait. Et ils font du mal à leurs voisins, à leur environnement. Donc, moi, effectivement, j'encourage pas ce genre de comportement. Et effectivement, je pense qu'on doit en assumer la responsabilité au plan pénal. C'est-à-dire quand vous détruisez un abribus, ça coûte 50 000 €. Donc, c'est effectivement, quand quelqu'un le détruit, soit la collectivité finance le remplacement, donc et tout le monde paye 50 000 € avec les impôts. Si on identifie l'auteur, effectivement, les réparations doivent lui imputer, en fait, tout simplement. Au même titre, pardon, je vais te laisser poser ta question dans un instant, excuse-moi. Juste au même titre, je reprécise que vous avez raison. Effectivement, celui qui commet une infraction doit payer, doit être puni. Au même titre qu'un policier qui commet une infraction doit aussi être puni. Et ce que peut ressentir la population d'aujourd'hui, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, puisque vous avez été justement suspendu pour avoir dénoncé ces différentes violences, dans la plupart des cas, sont soit relaxés, soit mutés, etc. Et on a l'impression finalement que la justice n'est pas la même, qu'on soit policier ou qu'on soit habitant des quartiers. Voilà, c'est aujourd'hui une constatation que l'on fait, nous, à Manoir. C'est pas moi qui le dis. Hein.
Ah oui, mais moi je le dis comme vous, hein. Moi l'IGPN depuis plus de 2 ans maintenant ne fait pas son travail. C'est-à-dire que depuis le début de la crise des Gilets jaunes, on a eu 25 éborgnés, 5 mutilés, un certain nombre de personnes matraquées, nassées. Moi, je ne me souviens pas, en tout cas, avoir entendu parler depuis le début de la crise des Gilets jaunes. On a eu également 3 morts, hein, pardon. Et je ne me souviens pas avoir entendu parler d'une condamnation significative. Maintenant, écoutez, moi, je suis pour effectivement la dissolution de l'IGPN, comme je l'ai dit, et la création d'un organisme indépendant. On est d'accord. L'activité de la police. Ouais. Moi, j'encourage la jeunesse à entreprendre, à se former, à exercer des métiers, à vivre leur vie et à utiliser leur temps de façon plus positive que de tourner en rond sur une moto en attendant de pouvoir provoquer ou subir un accident. Si ça fait de moi un traître, un harki ou ce que vous voulez, bah écoutez, grand bien vous fasse. Hein. Si vous voulez passer votre... Je parle pas de vous, Christophe, naturellement, mais d'une partie des auditeurs. J'espère bien, monsieur Anouar. Alors, du coup, oui. Si vous voulez, pour ça, moi, je ne pas, je veux dire, ma vie ne va pas changer. Si pour vous, tenir des propos républicains, c'est effectivement automatiquement devoir, je dirais, subir sur les réseaux sociaux une somme d'injures ou quoi que ce soit, bah allez-y, je veux dire. Mais effectivement, moi, je suis un enfant des années 80. J'étais enfant pendant la marche des beurs et je constate qu'en plus de 30 ans... Ouais, on n'aime pas ce terme, nous, ici. Hein. C'est la marche contre les inégalités. Pas la marche des beurs, parce que ça, c'est un truc d'SOS racisme que récupéré. Enfin, voilà. Oui, mais alors, voilà, du coup, Noam, du coup, moi, effectivement, on a eu l'occasion de parler de tout ça bien avant, et j'ai encore bien réécouté tout ce que vous avez dit. J'entends très très bien le fait que voilà, vos arguments soient en tout cas basés sur des faits concrets, pas des ragots. J'entends bien, ça, y a pas de souci. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas, entre guillemets, n'importe qui. Vous êtes quelqu'un qui est écouté et vous êtes un symbole. Après, effectivement, ça implique que les gens, en fait, attendent des choses de vous. Et donc, forcément, quand vous avez fait cette déclaration, est-ce que vous pouvez comprendre, justement, ces jeunes qui, eux, sont encore dans l'émotion et qui, eux, sont persuadés que justement il y a des zones d'ombre dans cette affaire, hein, donc je parle de l'affaire de Sabri. Est-ce que vous pouvez comprendre en fait que ces jeunes-là, alors que j'ai bien entendu que vous, le fait que vous vous adressiez à eux justement, c'est pour les protéger, j'ai bien entendu. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre que le message soit un peu brouillé là, voyez ou pas? Bah, moi, je suis là, si vous voulez, la vérité n'est pas toujours agréable à entendre. En tout cas, Oui. bon, ma de la vérité. Et on dit toujours, il y a un proverbe qui dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc à chaque événement en banlieue, effectivement, on a des gens qui, en fin de compte, mettent le feu aux poudres. C'est-à-dire que quand il y a eu Villeneuve-la-Garenne, moi j'ai vu un type sur une vidéo dire la jambe du monsieur est coupée. En fait, au début, elle tenait sur un lambeau de chair et le policier l'a arraché. Je pense que vous avez peut-être vu la même vidéo que moi. Oui. C'est quelque chose. Il y a un type qui disait, je l'ai vu de mes yeux, je suis témoin, je le jure. Donc, il était sûr de lui. Hein. Donc, à la Courneuve, on a vu cette vidéo. Ouais. Non, mais excusez-moi, c'est pas important. À la Courneuve, j'ai vu cette vidéo de Snapchat d'une femme, d'une jeune fille qui disait, regardez le monsieur, il est allongé par terre. Il y a un policier qui vient de lui tirer dessus. J'étais là et je l'ai vu. Alors que finalement, c'était une bagarre entre deux personnes. Voilà. Donc, la personne a dit, je l'ai vu. La police lui a tiré dessus. Donc, et c'était un soir où il y avait quand même beaucoup de tension. Donc, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des gens qui cherchent délibérément en fait, à mettre le feu aux poudres. Moi, je ne peux pas être soupçonné à mon niveau de vouloir protéger de façon inconditionnelle l'image de la police. Mais si on veut être juste, c'est vrai. On ne peut pas non plus, de l'autre côté, protéger de façon inconditionnelle une personne, qu'il soit auteur ou victime, au prétexte qu'il ferait partie de la communauté maghrébine ou musulmane. C'est-à-dire qu'à un moment, j'entends. On a quand même une réalité de ce qui se passe dans les quartiers, et les premières victimes, ce sont les habitants. Donc moi, je peux pas, j'ai toujours été très constant dans mon discours, moi je défends les habitants des quartiers qui demandent à vivre paisiblement, c'est-à-dire à vivre sans bruit, sans nuisance, dans la paix sociale en fait, tout simplement. Donc après, effectivement, parfois il y a des frottements, il faut tenir un discours qui soit un discours pédagogique, même si c'est pas le plus agréable à entendre. Après, les gens en font ce qu'ils veulent, comme je vous dis. Ils peuvent se dire, j'ai lu le contraire sur Facebook, donc ce que dit ce type-là, c'est pas vrai. Moi, je vous dis, je suis sourcé. En général, quand il se passe quelque chose, j'essaye d'appeler au commissariat, comprendre ce qui s'est passé. J'essaye d'appeler des témoins et j'essaye, à partir de là, de créer une communication.
Maintenant, les gens qui disent non, non, j'ai vu ça sur Twitter, etc. Bah, moi, je suis en train de vous montrer par des exemples précis qu'il y a des gens qui mentent, tout simplement. Voilà. Très bien. Noah Manoir, dernière question, Merci. la question con. J'ai envie de dire, est-ce que le renseignement généraux écoute le grand forum? J'ai pas compris la question, j'ai pas entendu, pardon. Est-ce que les renseignements généraux écoutent le grand forum tous les jours de 16h à 18h pour savoir ce qui se passe, pour prendre un peu la tendance, le poumon Non, honnêtement, non, je pense pas. Après, si effectivement c'est diffusé en replay et qu'il y a des propos qui méritent d'attirer leur attention, on peut pas exclure que de temps en temps il leur soit rapporté que à l'antenne, voilà, qu'on ait une capture vidéo, quoi que ce soit, qui leur soit retransmise. Mais qu'ils puissent payer quelqu'un de façon journalière pour écouter votre émission, honnêtement, je ne le pense pas. Après, pas que la mienne, j'aurais pas cette prétention, mais pour écouter en général ce qui se dit dans les médias, quoi. Non, alors on a une cellule dans les renseignements généraux, je dis on, mais j'en fais plus partie, une cellule de veille Internet qui gravite sur les réseaux sociaux, sur les sites spécialisés, les sites un peu subversifs, pour essayer d'anticiper d'éventuels troubles à l'ordre public. Mais au niveau du grand forum, honnêtement, France Maghreb, il n'y a pas de mauvaise réputation de mémoire. Très bien, Voilà. merci Noah Manoir. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Pour l'instant. Pour l'instant. Et durablement, parce que vous êtes des gens bien, donc il n'y aura aucun souci. Voilà. Wow. Merci. Merci, Noah Noah. Manoir. En tout cas, moi, je voudrais Merci. juste dire une chose quand même. Ouais. On vous a mis le Twitter de Noam Manoir pour pouvoir suivre son actualité. Et il y a aussi une cagnotte sur le pot solidaire parce que Noam est sans salaire. Il est mis à disposition, mais sans avoir le droit de pouvoir travailler autre part. En plus, enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est le type, si on veut le tuer, on s'y prend pas mieux. Donc voilà, vous pouvez faire un petit don, vous pouvez faire un petit saut, vous pouvez faire un petit geste. Voilà, les petites rivières font les grands fleuves, c'est ça? Les grands fleuves font les grandes mers. Par contre, si vous venez sur Twitter, j'insiste, donnez une bonne image de vous-même, soyez respectueux, soyez tolérants. Bah oui, Vous bien n'êtes pas sûr. obligé de penser pareil sur tous les sujets. Mais voilà, moi, je demande, c'est la seule condition en fait pour pouvoir entrer en contact avec moi et partager des informations au quotidien, c'est le respect et la tolérance. Merci Noam. À bientôt Noam Manoir d'avoir répondu à la Merci. question. Il y a l'imam Chegoumi qui m'a envoyé un message. Oh, Alhamdoulilah, Noam, il n'a pas donné mon nom. À tout de suite, après la pub pour le quiz. Et pardon aux auditeurs qui étaient en attente, mais voilà, c'était intéressant. On avait plein de questions à lui poser. À Noam Manoir qui reviendra sans aucun doute ici répondre en toute transparence à nos questions. À très bientôt, pub. Merci. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. C'est intéressant. C'est cet super entretien. intéressant. Je n'en doutais pas, moi, de toute façon. Quel est le retour un peu de nos spectateurs? Parce que j'ai vu les commentaires à l'annonce de sa venue, c'était pas brillant, hein. Moi, en Bon, tout cas, Philippe. tout ce que je peux dire, C'est bizarre. c'est qu'il est fidèle à lui-même. Ah, ça. Bizarre quoi? Qu'est-ce qui est bizarre, Philippe? C'est bizarre, il y avait quasiment pas d'activité toute la période de Nora. Voilà, c'est vraiment chelou. Très Ah peu ouais? de commentaires. J'ai même envoyé à un moment donné un message. J'ai demandé est-ce que vous êtes là? Hello, vous êtes toujours là? Il y a Label qui m'a répondu, il y a Abdullah qui a. Mais parce Voilà. qu'ils écoutaient, ils étaient Bah, attentifs. c'est ça. Je cherche C'est pas. maintenant de débriefer, les amis. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous l'avez jugé sincère? Est-ce que ses réponses vous ont convaincu? Est-ce que vous auriez d'autres questions à lui poser éventuellement quand elle reviendra? On se fera l'écho de vos questions. Il va falloir qu'on vraiment on travaille davantage à relayer les questions des auditeurs puisque c'est très important. Ici, c'est le peuple qui s'exprime dans cette émission. Et on doit être le porte-parole de nos auditeurs. C'est très important. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous faire part de vos questions et on posera les questions à nos invités. Ça, je vous en fais la promesse. Vraiment. Alors, il y a des choses qu'on n'arrive peut-être pas à voir sur le moment. On est pris par des choses, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est bien, quand on annonce, par exemple, la venue de quelqu'un, de pouvoir nous poser des questions. Alors après, on va pas tout relayer. On va pas tout relayer parce qu'il y a des questions qui sont un peu soit insultantes ou irrespectueuses et ça, je ne me permettrai pas parce que ça ne fait pas partie de l'ADN de l'émission et vous le savez. Mais vraiment, les questions Inutile, surtout. inutiles, mais même des questions dérangeantes, si elles sont bien posées et il n'y a pas de problème, on les pose. J'ai aucun problème. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un. Nous sommes ici à France Maghreb 2 et dans le Grand Forum des gens indépendants. Je suis payé par personne d'autre que le président de France Maghreb 2, monsieur Tarek Mani. Autant que ça soit dit clair, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites à mon sujet. Je suis payé par les Marocains, un coup par les Algériens. Arrêtez vos débilités, c'est stupide. Je suis payé uniquement par Tarek Mani pour l'heure.
donc à savoir France Maghreb 2. Ouais, mais lui, par qui il est payé? Non, mais voilà, je veux dire, on a entendu tellement de conneries sur les réseaux sociaux, parfois que ça en devient débile. Mais bon, voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. Nous, on les relaie ici sur France Maghreb 2, dans le grand forum, à nos invités. Voilà. Mais bon, c'est vrai que j'ai été assez surpris quand même de beaucoup de commentaires assez négatifs. Effectivement, il utilisait le terme de harki, le terme d'arabe de service, parce que Noam Anouar, je crois, est maghrébin et marocain, je crois. Non, Et... non. Il C'est une bêtise, d'origine vas-y. algérienne. Ah bah, il est maghrébin, quoi. Oui, il est français d'origine Voilà. algérienne, mais pas d'origine marocaine. Oh, ok, ça va. Il est maghrébin, voilà, il est algérien. Oui. Et effectivement, on le traite d'arabe de service, etc. Voilà, donc, parce qu'il a peut-être un discours qui dérange certains, puisqu'il a dénoncé justement l'activité de certains et le travers de quelques personnalités importantes de cette communauté. Et c'est vrai que quand on commence à toucher aux acquis de certains, bah, ça peut éventuellement déranger, forcément. Voilà. Faut tout expliquer. Bon, sinon, il n'y avait pas eu beaucoup de commentaires, mon Philippe, ça s'est pas plus réveillé. Non. Enfin, si, on nous a dit, bon, voilà, on l'a écouté, j'aime bien Noam. Bah, Sylvie, qui était absente, mais elle nous avait dit qu'elle allait faire un flashback. Elle avait piscine, Sylvie? C'est pas encore réouvert, la piscine, hein. Ça n'a pas ouvert cette semaine? Peut-être, j'en sais rien. J'ai pas été à la piscine. Ah, mais en plus, c'est très compliqué. Il faut réserver le créneau, c'est des lignes d'eau, on peut pas se doubler. Quand est-ce qu'on va à la piscine, Audrey, ensemble? Très bonne question. Ça serait marrant de voir l'équipe du LGF à la piscine. Ça Pourquoi pourrait faire la piscine? on pourrait faire un épisode d'une sitcom. Alors déjà, on dit sitcom. Et, voilà. Pourquoi la piscine? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi la piscine? T'as pas répondu. Toi, tu fais la technique du commerçant. Genre. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bon, à la radio sur France Maghreb 2 avec Audrey Pronosti, Philippe Bouriaki. Qu'est-ce qu'il y a, Audrey? Tu me cherches depuis tout à l'heure. C'est toi, pourquoi j'ai piscine? dit J'ai dit quoi, moi? Piscine, n'importe quoi, là. Non, mais j'ai dit pourquoi pas l'équipe du LGF à la piscine. Ça pourrait faire l'objet d'une série. Et pourquoi pas dans une, je sais pas, librairie, dans une bibliothèque. Tu casses l'ambiance, Audrey. Librairie, laisse tomber. On va à la plage, alors. Ouais, la plage. Elle n'a pas l'eau. Audrey, c'est une gremlins. Si elle va à l'eau. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Nabil. Elle sait pas nager. Là, voilà la vérité. Nabil, il est où, Nabil? Attends, il faut que je remette. Pardon. Ah oui, remets-le. Nabil, Ouais. tu t'es fait engueuler à cause de moi ou pas par les auditeurs? Tout à fait. Il y en a, ils évitent de t'écouter maintenant. Ils ont été très déçus, donc tant pis. De quoi? Pourquoi? Pourquoi ils ont été C'est déçus? pas vrai. Ah bah oui, parce que c'est le téléphone sonne. Je réponds. Vas-y, prends-le en direct. Je sais pas. Allez, vas-y. Pour Vas-y, réponds même pas, prends-le en direct. Allô? Allô, Christophe? Bon, oui, bonjour. Oui, bonsoir, enchanté à tous. C'est Nadia qui vous parle tout le temps sur Facebook. Bon. Oh, Nadia! Nadia! Vous êtes adorable, Nadia. Bonsoir. Merci, Nadia. Parce que je voulais me faire à noir, mais j'ai pas pu. Voulez-vous faire un noir? Oh bah dis donc. Le dit est bien placé, hein, croyez-moi. De quoi? Plus lui, ça finit que plus je l'écoute et tu n'y pas me dégoûter autant que les autres, quoi, en fait. Mais qu'est-ce qui vous a dérangé? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange, ouais? À justifier les justifiables. Vous, Christophe, a raison, il y a trop de mamans qui pleurent, il y a trop de choses injustes. Et j'aurais aimé lui poser une question. Si à l'occasion, vous pouvez, c'est lui demander si en ce moment les flics ont l'impression d'avoir décroché le permis de vie ou de mort sur la société. Est-ce qu'ils ont cette question? Ouais, mais c'est une question. Mais madame, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu le début de ses propos où il a dit qu'il dénonçait les policiers qui justement avaient un comportement qui était complètement inadapté. Et justement, il a dit qu'il dénonçait le racisme et que c'est pour ça qu'il voulait la création d'une institution indépendante pour que justement tout ça cesse au sein de la police. C'est ça qu'il a dit au début, madame. Oui, Audrey, mais voyez-vous, il dit ça, d'accord, il dit ça, ok, c'est beau, ça fait bien l'oreille, d'accord, ça chantonne, d'accord. En même temps, non, franchement, je peux vous dire qu'il le pense, hein. Après, on ne sait pas, Audrey. Après, ouais. Pareil.
mais il ne faut pas faire d'amalgame. Mais quand c'est pour les musulmans, excusez-moi, quand c'est des musulmans, l'amalgame, il y est, et il est volontaire en plus. C'est ça le pire. Ouais. Bon, en tout cas, vous aurez l'occasion, promis, parce que voilà, on est dans des conditions un peu particulières, Nadia, vous pouvez le remarquer. Et la prochaine fois qu'il viendra, on vous prendra en guest star et vous pourrez, comme vous dites, je me ferai Noah Manoir. Ah, c'est ça, hein, c'est ce que je vous ai dit. Vous n'avez pas peur. Ah non, c'est pour comme ça qu'on qu'elle vous a aime. dit. Je voulais me faire. Merci, Nadia. Je vous embrasse. Allez, et lâchez pas votre pitbull, hein, Philippe. Non, mais là, il est là. Voilà, il est là. Regardez. Magnifique. Merci, Nadia. Merci, Nadia. Je vous embrasse. Beurre Paris, Ouais. qu'est-ce Bonne qui se passe, soirée. Lista Beurre Paris nous dit vous ne lisez pas nos messages. Bah, on essaie au maximum, mais comme je l'ai dit, je suis dyslexique, donc je peux pas tous les lire. Et encore moins nos questions. Bah, dès qu'on peut, si. Sauf que où il y a eu un bug, c'est pour ça. C'est sûr que Il y a ça, eu Il y a eu un bug. Il y a eu un bug. même ceux de Gamel A. Bah, pas comme quoi on traite tout le monde à la même, au même pied d'égalité, mais il y avait un bug parce qu'il n'y avait pas de message qui passait. Sérieusement, je vous montre. Non mais voilà, quand on reçoit un mec des anciens des RG, ils sont très actifs les mecs. C'est-à-dire qu'ils mettent Hello, vous êtes toujours là les masques. et je le mets à 17h37. J'avais plus de message. Voilà, le dernier message était 17h30, c'était ça. Il est 18h pile poil. Ah, Déjà enfin, ok, on se casse alors, c'est ça. Reste avec nous, Nabil, on fait le quiz sur Internet. On rend l'antenne et on donne rendez-vous demain aux auditeurs de France Maghreb 2 à partir de 16h. Ciao. Ça marche. Ciao tout le monde, à demain. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Coupe pas le live, il a dit. Truc bizarre alors. Un truc Attends, bizarre attends, donc, qui s'est passé. Attends, je peux en faire un test. Je relance le jingle. Parce que Vas-y. j'ai l'impression que le jingle il te coupe ton micro à toi et pas à moi. Et Ah, ça, vas-y, c'est- vas-y. Allez, on fait un Le test. Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Ah non, ça j'ai compris. Attends, Qu'est-ce que t'as Christophe. compris? Non, il nous le coupe immédiatement, le micro. Toi, il te le coupe 3 secondes après. C'est pour ça que quand le jingle s'arrête, nous, le micro s'ouvre tout de suite et le tien, il s'ouvre 3 secondes après. Il y a un truc. alors, Discrimination, quoi. C'est clair. j'irai Nabil, pas- t'es là? Il s'est barré, Nabil? Non, Mais non, il n'est pas parti, puisque tu l'as Nabil. demandé de rester. Je suis là. Ah, voilà. Bon, On est en on fait le quiz, les amis. C'est le moment détente de cette émission et apparemment, donc, on va enquêter, les amis. On va enquêter sur ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu un truc bizarre pendant l'interview de Noah Manoir. Pas de commentaires, pas de questions, alors qu'il y a des questions aujourd'hui. Ouais, pourquoi? Un coup d'RG. Calmez-vous, on les a pas vus, hein. C'est tout. Sinon, on les aurait posés, tranquille. Bon, le quiz. C'est Le parti. Royaki, Audrey Pronosti, qui Ah, représente la jante féminine. T'as dit quoi? J'ai dit Qu'est-ce que Audrey t'as dit Pronosti, qui représente la jante féminine. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, me mets pas la pression comme ça, s'il te plaît. Bah écoute, Nabil, DJ Nabil, qui représente tous les DJ. C'est ça. Ah, il y a Chuck Ninis qui dit salut les gars, le podcast qui n'est plus mis à jour depuis le 12 mars. Est-ce que c'est la réduction à cause de la réduction des budgets? Ah, c'est possible. Peut-être. Possible. C'est pas moi qui recrute. Hein. Je recrute rien, moi. Mais les podcasts, il n'y en a pas besoin puisque les vidéos sont en direct. Vous pouvez les réécouter sur la page Ouais. Facebook, Grand Forum. Donc ça, ouais, ça sert à quoi qu'on aille mettre le truc sur YouTube alors que vous pouvez le voir sur la page Christophe Le Grand Forum, C'est hein, vrai. les amis. Ah oui, C'est vrai. bah, Ouais, c'est ça votre c'est podcast quotidien Il tous les jours. Il aime pas être filmé, contraire de sa maîtresse. Allez, Audrey. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Philippe, Audrey? Il a entendu le mot maîtresse, ça y est, il a pété un plomb. Je dis, j'ai mon chat dans les bras et il aime pas être filmé et il aime pas quand je le prends en photo. Comment il se la contrairement à- raconte ton chat? Contrairement Bon. à sa maîtresse, j'ai dit, voilà. Christophe. Est-ce qu'on peut. Il y a Medjed aussi avec toi, Nabil? Ah non, j'ai mon grand frère qui est là de passage. Mon grand frère qui est là. Ah bon, on salue le grand frère. Bon, T'en souviens d'Ali? salut Ali. Bonjour. Ali. Alors on y va pour le quiz. Attention, Nabil, monte bien le son de ton micro pour que je t'entende bien, s'il te plaît. Ah, parce qu'il y a un tricheur. Attends, faut pas que. C'est le chat qui parle du Non chat. mais monte bien le son de ton micro parce que c'est bizarre, on t'entend loin, toi. C'est bon. Pourquoi on t'entend? Pourquoi t'es loin comme ça? Je sais pas pourquoi. Moi, c'est bon là? Ouais, là vas-y, ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Rapproche-toi. Encore rapproche. Je suis à fond. Ah bah dis donc, je peux. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Qu'est-ce que t'as après Nabil? On se fait une libre antenne samedi? Samedi? Ouais. Peut-être samedi, oui. 22h minuit, t'es dispo? Samedi à quelle heure? 22h minuit? Il vient de te dire 22h minuit, Nabil.
Inch'Allah, mais je le ferai peut-être dans les studios. Mais tu fais comme tu veux. Parce qu'on Oui, va ils s'en fichent, bien. valider encore l'Internet chez moi. Tu sais bien, Christophe. Ah oui, oui. Bon, première question. Oui. Quel pays maghrébin a réouvert aujourd'hui ses cafés et restaurants? Tunisie. La Tunisie est une bonne réponse. Ouais, mais... Ah ouais, j'ai même pas écouté la question. Non mais arrête Audrey de faire ta mauvaise foi. Quand Non, même. Non, mais je te jure, c'est un truc de fou. Dès qu'il y a Nabil, à chaque fois, il met une question avec la Tunisie, c'est chelou. C'est comme avec l'autre, là, celui qui trichait, là, qui faisait l'éphéméride. Les infos. Bah oui. Ouais, je sais pas. Bah oui, bah oui. Tiens Audrey, c'est une question pour toi ça. Allez, je la laisse. Bourdin, Jean-Jacques Bourdin a annoncé, c'est le Parisien qui rapporte que Bourdin annonce l'arrêt de son émission La Matinale. Il sera d'ailleurs remplacé par Apolline de Malherbe. Oh là là, au secours. Ah ouais, non mais là, franchement, sacré choix. Par contre, il conserve son interview politique sur BFM TV et RMC. Depuis combien de temps Bourdin animait la matinale de RMC? Combien d'années? Attends. Alors déjà, je sais que... Attends. On peut répondre Non, pas 20 ans. 5 ans. 15 ans. Mais non, plus que 5 ans, Audrey, voyons. 10 ans. Allez, 10 ans. Plus. 15. Plus. Bon, 15 ans, plus que 15 ans. Plus que 17. 18. 19, Nabil, bravo. Ah bah. 19 ans. Voilà, qu'il la animait belle. Ah ouais, 19 ans La que Bourdin animait. matinale Eh sur ouais. BFM. Oui. Non, sur RMC, ce que je t'ai parlé Ah, de BFM. RMC. Personne t'a Mais parlé c'est de pour ça, BFM. oui, moi, je restais... Oui, mais c'est le même groupe. Donc, Bah oui, de toute façon, voilà. et qu'est-ce que je voulais dire, Apolline Le Malherbe, ça m'étonne pas du tout, puisque en fait, à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, en 2016, il a été malade. En tout cas, il a pas pu assurer l'antenne, et c'est elle qui l'a remplacé pendant. Oui, il avait un Non, problème à la gorge. 2015, pardon, pas 2016. Il avait un problème à la gorge. Ah, Nadia, elle est terrible. Berck, malmerde à la place de Gourdin. Oh, Nadia. Bon, 2-0 pour DJ Nabil, hein, j'ai envie de dire. Désolé. L'équipe du LGF, là, vous êtes où? Troisième question, la réouverture des cinémas est prévue pour quelle date? 23 juin. 22 juin. 22 juin est une bonne réponse, Nabil, bravo. 3-0. Attention, il est en train de les La veille de ma éclater. fête. La veille de ma fête. Quel polémiste a osé, il y a quelques jours, faire passer George Floyd pour un délinquant? Zemmour. Zemmour. Bon, il y a qui? Ah. Bravo. Bravo. Ah oui, et il l'a eu. Zemmour. On parle de réouverture, parce que vous savez que c'est un peu tendance en ce moment, on est en période de déconfinement. La réouverture du musée du Louvre, c'est pour quand? 22 juin. Non. 22 juin, non? Non, 21 juin. non. Bah, allez, 14. On est en juillet, les amis. Là. 14 juillet. 18 juillet. Moins Allez. que le 18. 3 à 4. 1er juillet, mon anniversaire. Non. Quoi, David, quoi? 16. Non, Le moins qua- que le 16. Le 4. 8, Non, 9, non, 10, non. Alors là, c'est juste prix, là. 6 juillet. non. 14, Le 8. Pas le 14. 15 juillet. Le 13. Le 15 juillet. Il l'a eu, David. Le 15 juillet, c'est la date de réouverture du musée du Louvre, les amis. Ouais, là, c'est un coup de chance. Hein. Ah bah oui, c'est un coup de chance, oui. Je peux pas Ça faire fait combien là? 1, 2, 3. Il nous a tués. 4-1. Dernière question. Ouais, c'est bon. Quel ministre a proposé, de manière très calmement, de baisser les salaires? Bruno Le Maire. Non. La ministre du Travail. Oui, il l'a eu, Philippe. Ah, Pénicaud. Effectivement. Victoire de DJ Nabil sur Philippe et Audrey. 4-2. Bravo, DJ Nabil. Je suis Franchement, tu dégoûté. as une belle carrière dans le quiz du LGF, toi. hein. Ouais, pour une fois que je suis un beau score, ça passe pas en direct à la radio. ok, mais qu'est-ce que Eh ouais, c'est clair. c'est Bon, eh bien, Ouais. merci mon Nabil, merci mon Philippe, merci ma Audrey. Bonne soirée à tous, restez-nous fidèles, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à nous engueuler quand il y a des choses qui vous énervent. Nous, on aime ça. On est dans l'authenticité, comme on dit. hein. Partez pas tout de suite, Nabil. On va se quitter, mais partez pas tout de suite. J'ai 2 questions techniques à te poser. Moi Ok. Oui, Ouais, mais bah, en antenne, quoi. Hors, Ah oui, hors live, ouais. c'est ça qu'il veut te dire. Hors live. Voilà. Bah, Reste moi, je avec te dis nous. au revoir. Quoi, tu te casses, toi? Bah ouais, je te dis au revoir. Ah ouais Ok, vas-y. Et avec le sourire, quand même. Ouais, quand même. Ouais, avec le sourire, ouais. Oh la vache, ça fait plaisir. Ah ouais, il est vachement bien, ton sourire, là. On sent la meuf qui est vénère. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux dire au revoir. Non, ouais. Je peux dire au J'ai juste par la mémoire courte, je suis professionnelle, c'est tout. Oh non, non, Voilà. non, non. Allez, bonne soirée. Ouais, Ciao. bonne soirée. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Adieu. Ciao, Christophe. revoir. Ciao. Ciao. Elle dit Christophe, Bon. elle a pas dit Philippe, t'as vu? Elle dit Non, t'as ciao. vu? Mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Il y a des C'est- problèmes, là? Mais elle est C'est la revenue. rupture?
C'est toujours comme ça, c'est ça le problème avec la voiture. Bon, Mais allez, ça à demain, les amis. 16h. Avec demain, Farid Tab Savani, Razik Metich et Emmanuel Miquel. Oh Salut à là tous. là, il y a du bon. Ciao. Allez, du lourd.